Salut à toutes et à tous. Dans une minute, promis, vous allez retrouver le 38e épisode de la saison 7 de Vue du banc, revenant sur le match entre Paris et Manchester City. Juste avant, petit point Copa Arena, notre application, point sur les derniers contenus publiés. Il y a eu 2 épisodes de saga consacrés à l'Euro, le dernier épisode de la saga sur l'Espagne 2008 et le premier sur la victoire de l'Espagne en 2012. On a eu aussi une longue interview de Philippe Biolo dans Tout simplement Ligue 1 avec les amis Edu et Yanis. Un épisode de première fois consacré à Sergio Busquets, les premiers pas de Sergio Busquets chez les professionnels, et aussi beaucoup d'articles, un banquet, un point sur les dernières innovations statistiques au niveau de la data, une analyse de Lyon-Lille, et dans quelques heures, peut-être même publié au moment où vous écouterez cet épisode, une analyse tactique de Florent de ce match entre Paris et Manchester City. Ce match, on va l'évoquer tout de suite avec mes deux compères. C'est parti. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. On est donc avec Florent et Raphaël, les deux tauliers de Copa Arena, des gens qui ont fait de la télévision, qui ont fait de l'écrit, qui maintenant font de l'audio avec moi. Salut Florent. Salut Christophe. Et salut Raphaël. Salut Christophe. Il est 23h32, il y a quelques minutes de cela, Manchester City l'emportait sur la pelouse du Paris Saint-Germain, 2-1. Un but de Marquinhos de la tête sur corner pour ouvrir le score à la 15e minute. Égalisation de Kevin De Bruyne à la 64e. Et deuxième but signé Riyad Mahrez à la 71e. Victoire 2-1 donc de Manchester City qui prend quand même une belle option sur la qualification dans ce match disputé à l'extérieur. Raphaël, premier mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu trouves que ce score reflète bien le match ou pas ? Il reflète bien la supériorité collective de City, il ne reflète pas forcément les occasions qui se sont créées, mais on a vu parfois que les occasions pouvaient être trompeuses par rapport vraiment à l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Mais disons que le 2-1, tu le sens quand même venir, et je pense que quand tu sens venir un score au fil d'une partie, au fil d'une rencontre comme ça, c'est quelque part qu'il découle d'un certain écart. Et c'est vrai que le match vraiment qui a basculé de la première à la deuxième période a été à l'avantage de City dans l'ensemble. Après, tu peux toujours imaginer plein de scénarios où le PSG concrétise un peu mieux sa domination, sa supériorité en première. Mais ouais, sur l'ensemble du match, je dirais que l'écart collectif mérite le 2-1. Pas forcément l'écart en termes d'occasion, mais on a vu lors des tours précédents, notamment contre le Bayern, que les expected goals et les occasions n'étaient pas forcément souvent traduites en Ligue des Champions. Les 11 de départ, côté parisien, Navas dans les buts, défense Florenzi, Marquinhos, Kipembe, Bakker, milieu à 3, Gay, Paredes, Verratti, devant Di Maria, Mbappé, Neymar, même si voilà, c'est pas aussi figé que le 4-3-3 qui pouvait être annoncé sur la composition de départ avec pas mal de mouvements. Côté Manchester City, Ederson dans les buts, derrière Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Bernardo, Rodri, Gundogan au milieu et devant Mahrez, De Bruyne, Foden avec des entrées en jeu. Côté parisien de Danilo pour Di Maria et Herrera pour Paredes, respectivement à la 80e, 83e, donc vraiment toute fin de match. Et côté City, un seul changement, une entrée de Zinchenko à la place de Cancelo à la 61e. Florent, ce match, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on est vraiment sur le truc de une mi-temps chacun ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense que c'est une mi-temps chacun, mais c'est surtout causé par l'approche de Manchester City en première mi-temps. Guardiola, après la rencontre, là, en conférence de presse, c'était il y a quelques minutes, a évoqué le fait de vouloir absolument faire de ce match un match à petit rythme. Parce que, en disant, où il disait, donc enfin c'est une traduction rapide, mais c'est si tu joues un match à visage ouvert, donc un match ouvert en gros, contre Mbappé et Neymar, il te tue. Et je pense que ça a vraiment influé sur la première mi-temps de Manchester City, dans le sens où, bon, déjà dans les choix de départ, le fait de titulariser Walker, c'était clairement côté droit et Cancelo à gauche, alors que d'habitude Cancelo est plus côté droit. C'était clairement un message pour Mbappé, pour essayer de contrôler cette zone où il aime bien faire ses appels en profondeur sur l'aile gauche. Après, avec le ballon, Man City en première mi-temps a été très, très conservateur, a vraiment pas emballé le match, n'a même pas osé aller dans les zones de densité pour éviter des pertes de balles. C'est pour ça que sur toute la première mi-temps, Kimpembe et Marquinhos, je pense, n'ont pas eu un seul adversaire dans leur zone. Et ça a vraiment changé en deuxième. Et je pense que la bascule s'est faite sans doute à la mi-temps avec la causerie de Guardiola, et là d'ailleurs.
Là aussi, il a répondu à cette question en conférence de presse où il dit: ce que j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs, on ne jouait pas avec l'esprit libéré. Mais c'est peut-être causé par justement la peur de se prendre les transitions de Neymar et Mbappé. C'est une demi de C1, tu penses à tout, à chaque détail. Au retour, on ira en finale si on est l'équipe de la deuxième mi-temps. Si celle de la première, tout est possible. Bref, tout ça pour dire que Paris fait une très bonne première mi-temps, mais je pense que City joue avec le frein à main de peur d'encaisser des transitions. Et une fois arrivé à la mi-temps, ils font les ajustements, ils vont chercher plus haut, ils vont enfin dans les zones plus dangereuses. Et là, par contre, Paris n'arrive plus à respirer et finalement finit par couler, sans concéder de grosses occasions non plus. Mais voilà, après, il y a eu ce réalisme et ce petit brin de réussite en faveur de City. Raphaël, on va prendre les choses dans l'ordre en commençant par la première période. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans tout ça, même s'il y a forcément des deux? Est-ce que c'est les bonnes intentions parisiennes ou est-ce que c'est la façon dont Manchester City attaquait de manière un petit peu bizarroïde? Les bonnes intentions parisiennes, facilitées, comme l'a dit un peu Flo, par ce qu'a fait Manchester City en première. C'est vrai que c'était pas forcément le pressing ultra agressif en première période qu'on avait vu de la part du Bayern sur le tour précédent. Donc ça a simplifié un peu les sorties de balles parisiennes, mais on a revu les séquences positives et parfois même géniales qui avaient fait le succès du PSG, enfin le succès, la défaite, mais le succès en termes de performance, de production sur le retour contre le Bayern, avec vraiment des très bonnes sorties de balles sous pression, des séquences où tu vas jusqu'au but adverse, où tu as des situations de décalage assez facilement créées, une énorme qualité technique. C'est cette capacité à improviser un peu du PSG dans plein de scénarios, dans la densité, sous pression, où on a même vu parfois des moments qui ressemblaient à limite du football totalement libre, des mecs qui jouaient sans pression, Neymar qui faisait des louches, Verratti qui contrôlait les poitrines, qui lobait un joueur pour lancer Bakke, pardon. Je vais pas oublier de prononcer son nom comme il le faut. Mais voilà, ça c'était hyper agréable et c'était vraiment sympa de voir le PSG produire ça. On s'est rendu compte que contrairement à ce qui s'était passé contre le Bayern, ça dépendait aussi de ce que faisait City, plus de leur manière de défendre que de leur manière d'attaquer, même si les deux sont évidemment liés. Mais voilà, c'est ça que j'ai vraiment, qui m'a marqué en première, cette espèce de créativité qui habitait pas mal des joueurs parisiens, et qui en plus, quand ils arrivaient à s'associer, était vraiment top à voir, et finalement, on y réfléchissait en préparant l'émission, qui n'a pas abouti à tant d'occasions que ça. Il y a eu plus d'occasions mémorables contre le Bayern qu'il y en a eu là pour le PSG, même s'ils ont j'ai l'impression des XG assez similaires. Florent, faut dire quand même que, alors je sais pas à quoi tu t'attendais, mais on n'a pas eu le PSG si menaçant que ça sur les transitions en attendant City en récupérant le ballon et en attaquant la profondeur. Mais avec ballon, il y a eu des capacités à créer des décalages, une volonté de ressortir le ballon proprement, comme le disait Raphaël, ce qui avait déjà été fait face au Bayern. Alors il y a eu 2-3 frayeurs, un Navas notamment au pied. Ouais. Voilà, c'était pas toujours sécurité sociale, mais n'empêche que parfois ça peut ressembler un peu à des côtés gadgets quand des équipes n'ont jamais trop fait et qu'elles se mettent à le faire pour conserver le ballon. Là, ça donnait vraiment des séquences de possession assez longues, et du coup moi je trouvais que c'était vraiment intéressant et un parti pris qui en plus aurait pu permettre sans doute de tenir un petit peu plus longtemps physiquement. Peut-être que s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient encore plongé plus tôt au niveau de la capacité à multiplier les efforts. Ouais, peut-être. Après, c'est une constante quand même dans les derniers engagés là, en Ligue des Champions. La qualité des sorties de balles et la capacité à sortir sous pression, c'est quand même très prégnant. Le Real l'avait très bien fait face à l'Atalanta et face à Liverpool, même si Liverpool n'était pas trop allé les perturber non plus. On se rappelle de ce match aller. Chelsea a vraiment progressé dans ce domaine-là avec Tuchel et en fait aujourd'hui une de ses principales bases de jeu, et on d'ailleurs l'a remontré mardi soir face au Real Madrid. Paris City, on sait que c'est dans leurs habitudes aussi. Et Paris l'avait très bien fait face au Bayern, tu l'as dit, particulièrement lors du match retour, avec le retour notamment de Paredes dans l'entrejeu. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, le niveau est même monté, j'ai trouvé, par rapport au match face au Bayern, avec en effet, comme tu le disais, un Verratti qui s'ajoutait à cet ensemble-là, dans une position qui n'était pas forcément habituelle pour lui, parce qu'il touchait des ballons parfois dans des positions assez excentrées, notamment côté gauche. Mais ça s'est plutôt bien déroulé, et on avait un Di Maria aussi qui était toujours aussi inspiré, qui a sans doute été des trois attaquants le plus impactant sur le match de ce soir. Donc oui, cette qualité sous pression, cette qualité des sorties de balles
a été pour beaucoup dans la très bonne première mi-temps des Parisiens. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui leur a manqué en deuxième, parce qu'en deuxième, ils ont vraiment pas su réussir à s'extirper du pressing de City, avec en plus les individualités qui ont commencé à plonger physiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les passes n'arrivaient pas, ou tu ne trouvais plus les solutions pour des combinaisons, c'est là que tu t'en remets normalement à tes individualités. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Di Maria, ça c'est compliqué, passer la 65e, 70e, et un mec comme Neymar a totalement plongé, et même un petit peu sorti de son match dans les dernières minutes. Raphaël, est-ce que tu as vu un joueur plus important que les autres sur ses sorties de balle? Parce qu'ensuite, pour être à l'accélérateur de jeu, pour moi, il y avait quand même Neymar qui était au-dessus du lot et Di Maria un peu en constante, légèrement moins créatif, mais qui faisait des différences à chaque fois que tu le sollicitais, dans des positions peut-être plus de 1 contre 1 que de 1 contre 3 pour Neymar. Mais sur les sorties de balle, là je regardais, je vous envoyais aussi les positions moyennes par quart d'heure, typiquement entre la 15e et la 30e. Verratti est à côté de Bakker, en fait, vachement excentré. Et à voir le match, je sais pas ce que tu en as pensé, j'ai l'impression qu'en gros tout le monde a porté son écho, mais que finalement tu aurais remplacé Verratti par un autre joueur, ça aurait presque été pareil en fait, c'est-à-dire que t'étais pas spécialement dépendant de quelqu'un, ce qui est aussi intéressant parce que du coup ça veut dire que c'est plus difficile pour l'adversaire de vraiment cibler quelqu'un. Ouais, pour répondre à ta toute première question, s'il y a quand même un mec qui m'a marqué, Flo vient de le citer en effet jusqu'à la 70e, puis il est sorti 10 minutes après, c'est quand même Di Maria, parce que c'est le seul qui, je pense, a encore donné au PSG des sorties de balles réussies en deuxième période, et notamment sur quelques réussites individuelles, des exploits techniques, des actions où il résiste à la pression, il arrive à éliminer plusieurs joueurs. Mais il était un peu tout seul à ce moment-là du match. Puis c'était difficile derrière, quand il était un peu lancé dans des 1 contre 2, de trouver des relais parce que les autres n'arrivaient plus à suivre. C'est lui vraiment qui m'a marqué. Sur la première période, il y avait aussi Kimpembe et Marquinhos qui arrivaient à trouver des super angles de passe pour toucher Verratti, pour toucher Gay, pour toucher parfois Paredes et même Neymar et Di Maria quand ils décrochaient un peu dans les demi-espaces. On l'a revu pendant 5 minutes en deuxième, et puis plus du tout. Donc c'est... Mais c'est difficile de retenir un joueur, parce que finalement quand City vient beaucoup plus haut en deuxième, mais tout cela disparaît un peu, à part Di Maria. Et c'est pas que des chutes ou des méformes individuelles ou des fringales individuelles, c'est aussi que le contexte change, et le PSG a pas réussi à répondre à cet ajustement de City. La Ligue des Champions, c'est souvent des matchs comme ça avec des gros ajustements, que ce soit à la mi-temps ou en cours de match, grâce à une consigne qui passe ou une réorganisation. Et là, ce qu'a changé City à la mi-temps, le PSG n'a pas répondu en fait. Il y a pas eu de. Alors, est-ce qu'il y avait des possibilités? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de réajustement de Pochettino en réponse au gros de Guardiola à la mi-temps, et c'est aussi pour ça qu'on voit moins d'individualité en deuxième. Ouais, City a coupé beaucoup plus tôt en fait les relations. Rodri et Gundogan ont joué vraiment plus haut et se retrouvaient de tête dans les zones de Paredes et de Gay par exemple sur les sorties de balles. Et lorsque les défenseurs parisiens étaient du coup forcés de jouer un peu plus long pour toucher Neymar, pour toucher Di Maria, là ils prenaient vraiment la pression des défenseurs qui n'hésitaient plus vraiment à sortir. Et c'est là que ça s'est vraiment compliqué pour Paris. D'ailleurs, un chiffre à ce niveau-là, sur la deuxième mi-temps, alors déjà sur la première, c'était pas forcément très très brillant pour lui, parce que par rapport à ses standards, puisque Neymar ne tente que 3 dribbles sur la première mi-temps, il n'en a réussi qu'un seul. Et sur la deuxième, Neymar ne tente pas un seul dribble en fait, ce qui à mon avis est assez rare dans les mi-temps de Neymar. Et alors que Di Maria en tente 4 en première et 4 en deuxième mi-temps. Mais évidemment, il les fait de plus en plus près de son but, vu que City joue de plus en plus haut aussi. Florent, sur la création dans le dernier tiers, parce que finalement le but est marqué sur coup de pied arrêté, il y a des occasions, mais dans le jeu, même des situations, il n'y en a pas non plus des milliers. Alors sachant qu'il y a une action qu'on n'a pas revue, puisque le caméraman, en mode Michael Bay de Montluçon, s'amusait à faire des travelling, des gros plans, des ralentis, etc. Donc on a repris l'antenne trop tard, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé là sur la relance un peu ratée dans les pieds d'Ederson. Difficile à dire si c'était vraiment une énorme action de but ou si c'était juste une frayeur. Mais en gros, j'avais l'impression, tu vois, à la mi-temps, j'étais comme tout le monde, regardais sur Twitter et je me dis, putain, c'est vrai quand même ce PSG-là, très très fort, même plus fort sans doute que ses devanciers. Les années précédentes, j'ai pas souvenir face à une telle opposition, même si City faisait pas une mi-temps incroyable, de voir une équipe finalement aussi complète. Mais je me disais, qu'est-ce qui a été créé dans le jeu? Quel décalage? T'es quand même à la merci de prendre un but sur une relance ratée ou autre. Et voilà, je suis un peu incertain en fait sur est-ce que c'est une si bonne mi-temps que ça,
à partir du moment où finalement tu ne te crées pas plus d'occasions, ou tu t'en crées moins, par exemple, que Chelsea hier pendant les 25 premières minutes face au Real. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que bah, par rapport au match et au précédent quart de finale face au Bayern Munich, pardon, c'est sûr que la première mi-temps du PSG amène beaucoup plus d'occasions. C'est-à-dire face au Bayern, Paris fait une super première mi-temps. À des situations, dès la première mi-temps, Neymar a pas mal d'occasions, dans mon souvenir en tout cas. Ouais, il Et, en a beaucoup. Ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que si tu prends cette mi-temps-là, mais c'était face au Bayern. Là, ce qui est marquant dans la mi-temps du PSG, c'est que, ils n'ont pas du tout souffert défensivement face à City, alors qu'on attendait à ce que l'équipe souffre un peu plus. Et deux, à défaut de se créer des occasions, ils ont su être efficaces, ce qui n'avait pas forcément d'ailleurs été le cas face au Bayern Munich. Donc je pense que c'est surtout le fait de ne pas voir Paris souffrir là où on les attendait peut-être en difficulté, c'est de voir Paris réussir à s'extirper de la pression que met City dans sa moitié de terrain pour mettre le jeu dans le camp de Manchester City, c'est de voir Paris rivaliser en termes de possession. Je pense que sur la première mi-temps, les deux équipes, on n'est pas loin du 50-50. Je suis en train de vérifier ça tout de suite. Il y a un avantage à City, mais il y a 50 passes d'écart. On doit être à 55-45 ou quelque chose comme ça, à mon avis, en faveur de Manchester City. Donc 54-46, pardon. Exactement. Et donc je pense que c'est le fait de voir Paris bien sur tous ces points-là qui fait que tu te dis, et en plus de mener au score derrière, qui fait que tu te dis, bah, ils regardent City les yeux dans les yeux, ils disputent la possession, ils arrivent à mieux sortir le ballon. Ils ont des individualités, une fois dans le dernier tiers, qui sont plus en mesure d'être déséquilibrantes et de poser des soucis à la défense de City. Certes, il y a très peu d'occasions, mais derrière, il y a aussi un point supplémentaire, c'est qu'une fois que Paris était dans le dernier tiers de City, il y avait cette capacité à avoir des coups de pied arrêtés, et sur coups de pied arrêtés, ils étaient dangereux à chaque fois. Donc certes, tu n'as pas beaucoup d'occasions, tu n'as pas les transitions que tu attendais et que tu espérais face à un tel adversaire, mais il faut dire aussi que l'approche de City a fait qu'ils ont tout fait pour ne pas offrir de transition au PSG. Et ça leur a joué des tours en première mi-temps. Mais à côté de ça, Paris a réussi à passer devant au tableau d'affichage et aurait pu mener 2-0, allez, peut-être 2-1 à la mi-temps si tu prends l'occasion de Foden aussi. Mais Paris peut mener 2-0 sur deux coups de pied arrêtés, il n'y a pas grand-chose à redire à la pause aussi. Donc oui, il y avait moins d'occasions qu'espéré. On n'était pas sur les occasions, sur le style d'occasion attendu. Mais le fait que Paris réponde à City là où City est fort d'habitude, je pense que c'est ça aussi qui a fait que à la mi-temps on se dit ouais, bah, ils sont plutôt bien, quoi. À noter que sur le site de l'UEFA, j'ai même 53 à la mi-temps de possession, donc un avantage un petit peu moins grand pour City, avec 17 minutes 18 de possession contre 15 minutes 11 pour Paris. Raphaël, si je posais la question à Florent, en fait, c'est parce que on se projette sur le match retour, même si voilà, c'est un petit peu tôt, mais c'est un peu dans la dynamique du truc. C'est-à-dire que je me dis, City ne va pas emballer le match. Si Guardiola n'a pas voulu le faire à l'aller, quitte à ne pas jouer certaines occasions, il le fera sûrement pas au retour. Et je me dis, si du coup Paris fait la même mi-temps au retour, voire même les deux mi-temps, mais en tout cas que la première, est-ce que tu auras suffisamment d'occasions pour marquer et renverser la situation? En fait, je me dis, bah, c'est nickel, en fait, c'est le genre de mi-temps, la première qu'il faut faire face à Manchester City. Est-ce que si tu fais ça au retour, ça suffira ou pas si tu te crées entre guillemets aussi peu d'occasions? C'est-à-dire si tu n'arrives vraiment pas sur un truc où tu les submerges au niveau des occasions, comme tu pouvais parfois le faire sur certains décalages créés un petit peu plus tôt sur le terrain. Ouais, mais le truc c'est est-ce que City te permettra de faire la même première mi-temps? Je, enfin, ils ont deux possibilités, c'est soit faire, comme le disait Guardiola, comme la deuxième mi-temps, c'est-à-dire aller chercher très haut pour couper les relations du PSG très tôt, ou alors c'est faire la première, mais en étant encore plus prudent et en faisant de la possession défensive pas à 55%, parce qu'ils ont été gênés par le PSG, puis une fois qu'ils étaient hauts sur le terrain, ils la perdaient assez vite. Mais c'est d'être encore plus patient, finalement de rester plus longtemps dans ta zone de conservation, et de faire comme on faisait un peu l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010 ou l'Euro 2012, de se dire bon bah on est devant, ou on sent que on va finir par prendre cet avantage-là. Est-ce qu'on peut pas faire durer un peu ces phases-là? Et à ce moment-là, vu les difficultés qu'a eu le PSG en deuxième mi-temps à aller récupérer le ballon, tu vois, tu peux
peux faire deux versions de ta deuxième période. Tu peux faire la version très agressive où tu vas aller chercher les deux buts, ou la version un peu plus gestionnaire où tu gardes le ballon et les seules possibilités pour le PSG c'est récupérer bas et espérer qu'il y a soit un appel de Mbappé, soit un coup de génie de Neymar. Donc franchement, j'ai beaucoup de mal à voir ce PSG là par rapport à ce qu'il a proposé cette saison et à comment Pochettino a obtenu des choses maintenant en Ligue des Champions, agir dans un tel scénario. C'est parce que contre le Bayern, je crois qu'il mène au score ou presque à chaque fois finalement. Est-ce qu'il y a un moment de l'aller-retour où ils sont éliminés? Non. Non. Je Non, crois non. pas. Ouais, voilà. Contre le Barça, c'est pareil. Donc, franchement, enfin, ou alors, il faut vraiment en une semaine, ils aient un plan de jeu pour aller presser City, les agresser et emballer le match. Ce que personne n'a réussi à faire contre City cette saison. Que Tuchel a gagné, mais autrement. Donc, En fait, si je je suis te assez. pose la question, c'est que on a une équipe avec des joueurs qui marquent des wagons de buts, alors surtout Mbappé en ce moment, mais Neymar pour marquer énormément, etc., qui est ultra créatif dans le dernier tiers. Et pourtant, j'ai plus vu la capacité à faire des décalages au milieu de terrain que cette capacité à être Ouais, super créatif dans le dernier tiers adverse. Donc je sais pas si c'est parce que Neymar avait l'air un peu cramé, que Mbappé un peu aussi, enfin tu vois, si c'est un truc un peu circonstanciel des individualités, ou si simplement City a un plan défensif qui va t'empêcher de trop combiner et qui va finalement faire que même si tu domines, tu n'auras pas énormément de choses et qu'il faudrait être ultra efficace. ouais. Neymar avait l'air cramé. Je me demande aussi si le coup qu'il prend au coude là, où il tient son bras pendant pas mal de temps après, l'a pas gêné plus qu'on l'on a l'impression. Parce que je le trouve pas trop mal jusque-là. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pas souvenir d'une séquence vraiment positive de lui. Pendant longtemps, il se tient le bras, puis après, je crois qu'il y a la mi-temps. Il me semble que ça lui arrive peu avant la mi-temps. Et puis quand il revient en deuxième période, il a l'air un peu cramé en effet. Donc je sais pas. Mais ouais, c'est-à-dire que combien de fois le PSG contre ce City-là, si City a le même niveau de concentration et le même rythme et la même intelligence en deuxième période que sur là l'ensemble du match retour, combien de fois le PSG peut aller dans la surface adverse? Parce qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de séquences où le PSG finalement a réussi à aller dans la surface adverse, et notamment en nombre. Et pour avoir quand même des chances d'avoir des vraies occasions, et pas devoir reposer sur une énorme efficacité. Déjà, faut que tu ailles marquer deux buts. C'est... je serais très curieux de voir ce que va proposer Pochettino, parce il va devoir... Et je sais même pas si Tottenham a déjà eu à proposer sur un match entier la même chose. Peut-être le retour contre l'Ajax. Sachant que le retour contre l'Ajax, enfin, c'est le délire où on allonge sur Llorente qui gagne tous les ballons de la tête, Oui, ce qui fait, je pense, le record absolu, peut-être même dans le foot européen, de duel gagné sur une mi-temps. Je crois qu'il en fait 13 en une mi-temps. oui, oui, non, mais en effet, mais pour le coup, ça avait marché parce qu'il me semble que Tottenham a genre deux ou trois fois plus de tirs Ah que oui, oui. l'Ajax au Mais match je veux dire, c'est un retour. truc qui est pas reproductible si t'as pas Llorente, je pense. Non, Et oui, oui, surtout bah, pas face à ce City-là, avec cet ouais, effectif-là, quoi. ouais, ouais, encore plus. Non, non, mais donc, vraiment, vraiment, ça, je pense que c'est un. Si Pochettino arrive à proposer un truc, même sans gagner, mais un truc qui te fait croire à quelque chose, ce sera déjà un taf énorme qu'il aura réalisé. Et d'ailleurs, j'ai cru voir que Guardiola, bon, comme d'habitude, avait dit le match retour sera pas forcément facile parce que je sais que Mauricio va revoir celui-là et changer des choses et tout ça. Ce qui est toujours positif au moment d'évoquer ses adversaires. Mais ouais, là, on va voir vraiment l'homme qui est capable de s'adapter, de créer un truc pour 90 minutes. Florent, qu'est-ce que tu as pensé de l'absence de numéro 9 de côté de City, notamment en première période, et des conséquences? Puisque là, c'est vraiment pas de numéro 9. Alors, sur les positions moyennes par quart d'heure, il y a des trucs assez fous. Parfois, il y a trois joueurs au même endroit. Et si tu fais vraiment l'intégralité du match, ça fait un 4-2-4 en fait, où tu as vraiment les quatre Ouais. offensifs qui sont tous sur la même ligne. Toi, moi, je t'avoue que sur le coup, ça m'a pas trop dérangé. Enfin, je me disais que le problème, c'était de pas dominer le milieu de terrain où tu avais tout le monde qui allait, etc. Mais toi, tu avais une autre lecture sur la menace, etc. Et qui, effectivement, quand tu m'as dit, ça faisait sens et ça a aidé finalement Paris à défendre sur cette première période. Ouais, bah c'est très simple. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, City, comme on l'a dit, évitait les zones dangereuses. Du coup, ça veut dire que, comme je le disais, Kimpembe et Marquinhos n'avaient pas d'adversaire dans leur zone. Donc eux, ils ont passé vraiment une mi-temps tranquille. Mais surtout, Paredes et Gay n'avaient pas d'adversaire dans leur dos, qui se positionnaient entre les lignes dans cette fameuse zone. Donc Gay, il a passé quasiment toute la première mi-temps où il pouvait sortir, il pouvait aller agresser.
Et en allant agresser lui, Di Maria, qui était son binôme, on va dire, côté droit, pouvait lui aussi sortir un peu plus haut, agresser. Et c'est vrai que Paris a beaucoup moins subi et a mis beaucoup plus de pression dans sa moitié de terrain sur City qu'en deuxième mi-temps où il n'y avait toujours pas de vrai numéro 9. En revanche, il y a eu quand même une meilleure occupation de l'espace et une occupation de cet espace justement plein axe, occupé parfois par De Bruyne, parfois par Foden. C'est d'ailleurs sur une combinaison plein axe qu'ils vont chercher le coup franc du 2-1 de Mahrez. Je crois que c'est Foden qui se fait attraper à l'entrée de la surface ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'était une zone totalement abandonnée, c'est-à-dire que à gauche on avait Cancelo, Foden, De Bruyne qui combinaient. À droite, et l'idée c'était, tu avais Foden et De Bruyne qui faisaient leur truc, on ressortait sur Cancelo et puis on renversait à l'opposé, avec parfois Gundogan qui s'infiltrait, mais on était vraiment cantonné aux côtés. Et de l'autre côté, c'était Bernardo Silva, Mahrez et parfois Walker, mais surtout Bernardo Silva et Mahrez qui essayaient de faire des trucs face à Bakker et face à Bakker, le milieu le plus proche, je pense que c'était Paredes du coup. Mais c'est vrai que cette zone dans l'axe, il y a eu très très peu de passes à l'intérieur et de combinaisons en première mi-temps. Et je pense en effet que ça a facilité la défense du PSG, ça a facilité le travail de harcèlement de Gueye, de Di Maria, de Paredes, qui avait... Parce que généralement, la grande difficulté pour un milieu de terrain, c'est de savoir est-ce que je sors ou est-ce que j'ai un mec dans mon dos. À partir du moment où il n'y a personne qui va dans le dos du milieu, le milieu il peut sortir, il peut défendre en avançant. Et forcément, tout est beaucoup plus simple pour l'équipe à ce moment-là. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais sur la première période, j'étais assez déçu de De Bruyne parce qu'il y en a plusieurs. Je me dis, tu vois, typiquement, alors même s'il peut le faire, s'infiltrer, etc., Gundo, c'est plutôt un joueur de transmission, donc je m'attends pas forcément à ce qu'il aille se positionner entre les lignes qui fasse des différences. Et City, de manière générale, fait quand même souvent des différences par le collectif, mais vu que tu avais du mal à installer tes séquences de 15-20 passes pour ensuite bien presser à la perte, je me disais, quitte à la perdre tôt et attaquer de manière assez directe, tu vois, un De Bruyne, je l'attendais plus dans cette capacité, alors pas forcément à faire du Neymar, tu vois, mais à prendre la balle, à essayer de faire des différences, à vraiment être l'attaquant complet. Et là, en fait, tu vois, sur cette première période, j'avais du mal à voir vraiment quels étaient les joueurs avec un talent créatif individuel supérieur une fois le ballon dans les pieds. Du côté de City, en fait, c'était beaucoup de passer va ou autre. Mais je me dis, qui va? Alors finalement, ils ont trouvé la réponse sur le plan collectif. Mais dans ces moments-là, j'espérais un petit peu que quelqu'un soit capable de reprendre la balle et de dire, allez, bah, moi, je vais aller, entre guillemets, faire des actions tout seul, comme pouvait le faire la moitié des Parisiens sur la première période. C'est ça, ça revient un petit peu à ce qu'a dit Guardiola après le match ou ce qu'il disait avant la rencontre, c'est-à-dire que il avait beau avoir beaucoup de talent dans son équipe, il n'avait pas de Neymar, il n'avait pas de Mbappé, il n'avait pas de peut-être même pas de Di Maria dans son équipe aujourd'hui. Et il y avait l'autre problématique, c'était que peut-être que les joueurs capables de faire ça, notamment Foden, étaient vraiment cantonnés sur l'aile gauche, collés à l'aile, comme Mahrez était collé à l'aile à droite, et en première mi-temps. Et le fait de les libérer en deuxième, et particulièrement de libérer Foden pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur et du coup demander au latéral d'être dans un rôle plus classique de latéral offensif, c'est ce qui a aussi contribué à rendre, on va dire, Foden beaucoup plus créatif qu'il ne l'a été en première mi-temps, je pense. Il y a son raid, certes il a son occasion là, en première mi-temps mais qui est offerte par Navas, mais il y a son rush en deuxième mi-temps là, en fin de partie où il est pas loin de se retrouver devant le but, il se fait reprendre au dernier moment là. Voilà, c'est le genre d'action où en effet, là tu te dis ok, c'est peut-être lui qui aurait pu le faire, mais en première mi-temps il était dans une optique très restrictive et cantonné sur son aile et ça respectait vraiment la position, quoi, on va dire. Occasion ratée qui est en plus une vraie grosse occasion qui s'aborde quand même un peu. C'est-à-dire qu'il frappe de toutes ses forces en plein milieu, en plus à hauteur de tête, donc de bras pour Navas. Alors c'est la comparaison où ça sera toujours supérieur, mais Messi sur 95% des actions comme ça, il fait une passe dans le petit filet et il y a but sans forcer. C'est vrai que ça c'est peut-être l'envie d'absolument forcer son geste et de saisir une occasion quand on n'a pas eu souvent le ballon dans des bonnes zones. Alors qu'au final, à cet endroit-là, finalement, tu te rends compte que beaucoup de footballeurs, s'ils placent la balle, c'est quand même très difficile à sortir pour le gardien. Raphaël, on arrive à la seconde période. À quel point on a beaucoup parlé des ajustements de City. Parlons quand même un petit peu de ce qu'a fait Paris. Est-ce que Paris coule avec coule. Est-ce que cet effondrement s'accentue au moment du but ou pas? Toi, tu étais plutôt sur l'idée que ce but précipite pas mal de choses et que le quart d'heure
avant ça en fait, hein, parce que le but est même à la 64e, donc tu as quasiment 20 minutes, qu'en gros de la 45e à la 64e, Paris était bien plus à la hauteur qu'il n'a été sur la demi-heure suivante. Peut-être pas bien plus. Alors, bien plus à la hauteur, je sais pas. Ils étaient déjà quand même bien plus dominés qu'en première. Et c'est vrai que City a changé de hauteur de bloc, est allé presser beaucoup plus haut, mais avec le ballon a changé de rythme. Mais j'ai l'impression que. Disons que le but il vient quand même sur une des actions où City ne crée pas vraiment de décalage. C'est De Bruyne qui n'est pas attaqué. Et bon, qui fait du De Bruyne, ce ballon qui est difficile à gérer, mais je pense que Navas voit Stones plus près qu'il ne finit du ballon. Parce que c'est Stones, il me semble, qui arrive au deuxième poteau et qui essaye de gratter le ballon, de le dévier, mais il est quand même relativement loin par rapport à, je pense, ce qu'imagine Navas. Enfin, après, on n'a pas le même point de vue que le gardien qui est dans ses cages, mais quand tu vois le ballon partir du pied de De Bruyne, je trouve que, enfin, au moment où il la tape et que la première tête n'est pas touchée, que le ballon est trop haut, tu te dis ah putain, ça va finir deuxième poteau dans le but. Et là, tu te dis bon bah Navas, c'est Navas, il va le voir. Et je pense qu'il est quand même gêné par le joueur au deuxième qui est Stones, mais bon, tant pis. Et je pense que ce but en fait récompense une non-création de décalage de City. Alors qu'il y en avait eu avant, mais il n'y en avait pas eu non plus énormément. Par exemple, le Bayern, je trouve, avait créé beaucoup plus de décalage à l'aller, par exemple. Il y avait eu beaucoup plus de situations concrètes et de frappes, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça met un gros coup, parce que déjà, un partout, par rapport à ce que tu te sens capable de faire, notamment avec le ballon, tu te dis, ça va être compliqué d'en remettre un là. Le 1-1, quelque part, était peut-être, à partir de ce moment-là, le scénario le plus positif pour Paris. Et tu sens qu'il y a certains joueurs, dont notamment Gay, qui va provoquer le coup franc, je crois, pour Mahrez, le coup franc sur la faute sur Foden, et qui Absolument. va après derrière faire faute sur Gundogan. J'ai l'impression que dans ce secteur-là, les Mbappé et Neymar faisaient encore moins les retours qu'avant. Ils étaient vraiment décrochés du bloc, mais c'est-à-dire que quand Paris récupérait le ballon, ils étaient inaccessibles, à la différence de la première période où tu pouvais les trouver. Parce que cette idée de faire défendre Neymar dans l'axe, on n'en a pas parlé, mais dans l'épisode qu'on avait fait en preview, on s'était dit comment va jouer Verratti et où va jouer Verratti. Et on s'était dit, bah, pour que Neymar reste un peu dans l'axe, il faudrait qu'il défende finalement en tant que milieu gauche. C'est ce qui a été fait par Pochettino. Ça a proposé des choses intéressantes en première, mais en deuxième, les deux étaient complètement décrochés. Et finalement, la position axiale de Neymar a plus servi à grand chose. Et j'ai l'impression vraiment que ça a mis un coup aux Parisiens, pas forcément sur l'aspect défensif, mais sur l'aspect offensif, de se dire putain, le 1-0 était parfait pour nous par rapport à ce qu'on semble capable de créer en deuxième face à ce City-là. Et on prend un but sur une situation qu'on ne considère pas forcément comme dangereuse au départ. Et d'ailleurs, le coup franc de Mahrez est peut-être pas plus chanceux, je sais pas s'il est plus chanceux ou moins chanceux que le but de De Bruyne, mais dès que tu concèdes des occasions beaucoup moins dangereuses que celles que tu as sauvées contre le Bayern finalement. Et alors c'est peut-être un retour de karma, hein, je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de mal, notamment à certains joueurs, Mbappé qui était déjà en grande difficulté et qui derrière était cherché que sur des longs ballons, Gay qui en pouvait plus au milieu de terrain, Verratti qui a eu du mal à tenir la distance aussi, il y a finalement que Di Maria jusqu'à 5-10 minutes de sa sortie, qui a encore cru sur certaines séquences. Et le reste a été. Enfin, on sait bien que l'aspect physique est encore plus aggravé selon le score. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, sur le côté euphorisant des buts et l'inverse, celui des buts encaissés qui aggrave cette sensation de fatigue. Et je pense vraiment que le but de De Bruyne a participé à ça. À noter que sur les demi-finales, on a 4 buts sur 5 sur des coups de pied arrêtés, on va dire suite de coups de pied arrêtés, dont 2 sur des corners à 2, hein, puisque là, c'est un corner à 2 City. Alors la balle navigue légèrement, mais c'est quand même la continuité de cette action, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans la surface sur ce centre De Bruyne qui termine en tir. Donc je suis très satisfait pour ma paroisse du corner à 2, qui va continuer à être moqué par les gens qui n'analysent pas le début des occasions, mais en tout cas voilà, et ça dit aussi quelque chose. Enfin, moi j'ai l'impression qu'au plus il y a de buts sur coup de pied arrêté dans les matchs, au plus il y a un côté, voilà, on va dire aléatoire, ou en tout cas le résultat qui ne reflète pas toujours les dynamiques de jeu. Parce que même dans des temps faibles, on peut quand même se procurer des coups de pied arrêtés. Même si là, sur ce match-là, voilà, ça récompensait quand même plutôt des temps forts. Florent, qu'est-ce qui t'a embêté le plus dans la seconde période parisienne? Est-ce que c'est la difficulté à récupérer le ballon? Parce qu'une fois que City s'installait, t'avais l'impression qu'en fait, si City refusait d'attaquer, en fait, la balle ne serait jamais récupérée par Paris. Son bloc était vraiment dans l'incapacité de trouver les solutions, les zones, comment le récupérer. Ou alors est-ce que c'est ce qui était fait une fois avec le ballon? Parce qu'il y a quand même des fois où ça sortait en 6 mètres, etc., où tu avais l'opportunité de l'avoir et où tu n'arrivais plus à faire la même chose qu'en première période. Bah, les deux, hein. De toute façon, les deux étaient liés à partir du moment où tu subissais dans ta moitié de terrain, soit tu avais la capacité à récupérer et à sortir, soit tu avais
la capacité à sortir toi-même une fois l'erreur de City ou le déchet technique te permettait de récupérer la balle. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, Paris a été nul dans les deux domaines. Sur la récupération de balles, je pense que c'est dû, j'ai évoqué tout à l'heure, aux ajustements de City qui ont beaucoup mieux occupé l'espace en deuxième mi-temps et les intervalles dans le bloc parisien. Ce qui fait que défendre à 8, autant c'était possible en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, ça c'est pas mal compliqué. Et je pense que le fait de jouer avec Neymar et Mbappé déconnectés du reste en phase défensive, Paris l'a beaucoup plus payé en deuxième mi-temps qu'en première. Ouais, surtout face à une équipe qui attaque l'axe, ça, comme tu disais, Flo. Ouais, c'était une des vraies limites parisiennes sur la deuxième mi-temps. Je comprends l'idée de les garder pour jouer la carotte devant. Le problème, c'est que il faut être capable de récupérer la balle avec les 8 qui restent. Et là, en l'occurrence, les 8 Parisiens restants n'en étaient plus capables, et les 7 ensuite après l'expulsion d'Idrissa Gueye. Donc ça, déjà, c'était très compliqué. Et c'est vrai qu'ensuite, avec le ballon, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où City est sorti beaucoup plus haut et a joué avec moins de peur de se faire prendre par les transitions parisiennes, et le match a basculé en leur faveur. Et c'est quand même assez nouveau finalement que City réussisse à conjurer sa peur à ce niveau de compétition. Heureusement qu'ils n'ont pas payé leur temps faible en première, en fait. C'était leur histoire en Ligue des Champions depuis quelques années, et là finalement la première, ils s'en sortent bien à 1-0. Ouais. Mais le temps faible est moins faible que les temps faibles habituels, quoi. C'est-à-dire les temps faibles que tu te payais face à Tottenham, face à Liverpool, les équipes ultra intenses, et ils duraient 10 minutes, mais tu pouvais t'en prendre 2 ou 3 à chaque fois, quoi. Là, le temps faible, c'est la séquence où tu as le corner, le but de Marquinhos, et les quelques minutes qui suivent où il y a le deuxième corner et la tête de Paredes qui passe pas loin du premier poteau, quoi. Ouais, et derrière, tu as Florenzi qui bouscule Neymar dans la surface sur un ballon où ils sont à 50-50 avec un défenseur de City, où Neymar peut arriver et finir. Et il demande un penalty. C'est la dernière occasion dont je me souviens, et c'est vrai qu'il y a celle de Di Maria, mais je me rappelle plus de l'occasion de Di Maria. Là, Sachant qu'il y a celle aussi où Mbappé dribble, alors c'est en première, hein, mais disons c'est une occasion qui sera pas dans les stats parce que Verratti ne l'attaque pas. Je crois que c'est en première, mais qui fait. C'est pas en deuxième, il me semble que c'est en deuxième. En deuxième, pardon. Ouais. Et qui fait 50 dribbles, qu'il élimine tout le monde, qui fait un centre, et Verratti est à 3 pointures, s'il la touche, c'est but. Donc ça sera nulle part dans les stats, mais c'était une vraie situation de but, quoi. C'est la dernière de Paris, non ? La vraie dernière situation, j'ai l'impression. Oui, de toute façon, après, sur les 20 dernières minutes, infériorité numérique en plus, à chaque fois que Paris avait la balle dans les pieds, c'était Neymar qui faisait des dribbles, des passements de jambes et des choses comme ça. Donc c'est sûr que tu t'approchais plus trop du coin adverse. Mais tu vois, Raphaël, moi, alors c'est sûr que, comme Flo disait, tout est lié, hein, je pose des questions un petit peu bébêtes pour vous faire parler, mais c'est sûr que quand tu es bien mis sous pression, dans tous les cas c'est difficile de récupérer, et quand tu le récupères tu as un quart de seconde pour essayer de faire quelque chose, donc il faut vraiment être très doué pour échapper au pressing à la perte de City, mais il y avait quand même des situations où Paris essayait de ressortir court depuis son gardien, qui là c'est une phase placée, où c'est la même situation qu'en première période. J'ai trouvé le pressing de City beaucoup plus agressif, mais là du coup si Paris, tu vois, joue comme Chelsea en première période hier, par exemple, tu pouvais t'en sortir malgré tout sur ces phases-là, quoi. Il y a quand même des phases placées où c'était pas tout dans l'urgence. Et à ce moment-là, je sais pas si c'était finalement des limites techniques qui n'étaient pas visibles en première période parce que tu avais une seconde de plus pour agir, ou si c'était de la lassitude mentale, de la fatigue physique. Enfin, en gros, voilà, quel était ce côté, qu'est-ce qui est dû à City qui t'agresse plus, ou qu'est-ce qui est simplement, tu peux t'en sortir, mais t'as mal fait les choses. Ouais, après ça, ce sera l'intérêt des analyses un peu plus à froid en revoyant les images, en pouvant les analyser, les revoir plusieurs fois, et ça, faudra lire l'analyse de Flo sur Copa Arena, mais j'ai quand même l'impression que City a été beaucoup plus agressif et plus systématique sur le dos des joueurs qui venaient décrocher dans les demi-espaces, comme on disait, pour les passes de Marquinhos et Kimpembe en deuxième période. Alors qu'en première, tu trouvais des joueurs soit qui étaient mis sous pression, mais qui avaient encore cette vivacité, cette énergie pour s'en sortir. Neymar, Di Maria, Verratti. Alors qu'en deuxième, tu avais très très souvent des joueurs non seulement sur le porteur, mais aussi sur les solutions les plus proches, ce qui faisait que souvent l'appui soutien que par exemple Verratti ou Neymar pouvaient faire pour Gueye ou pour Paredes était déjà découragé par la présence d'un autre joueur de City pas loin de Gueye ou de Paredes. Ce qui fait que tu as souvent eu des séquences comme ça où ça trouvait un joueur de haut jeu,
qui finissait par aller sur le côté vers Florenzi ou vers Bakke pour trouver des passes impossibles, ou qui rejouait vers l'arrière. Et ça finissait par jeter, par allonger depuis Navas, depuis Kimpembe, depuis Marquinhos, surtout depuis Navas. Et Paris n'a pas trouvé d'autres circuits en deuxième période. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment, un truc, ça c'est fermé, est-ce qu'on va peut-être chercher autre chose ? Est-ce que autre chose finalement avait été préparé ? Et c'est peut-être le problème de ce... On en parlait aussi quand on préparait, Christophe, où c'est vrai que je disais que Paris est une équipe très, très créative, souvent dans l'improvisation. Et c'est peut-être ce que tu payes sur cette deuxième période, comme tu me le disais. C'est que c'est très bien de savoir improviser. En effet, il le faut en Ligue des Champions, surtout plus tu avances dans la compétition. Mais quand tu es gêné par un pressing qui s'est adapté à ton improvisation, est-ce que tu vas être capable de proposer un circuit A, B, C, D, E, F, ou d'improviser autre chose ? Et Paris a été incapable de faire la solution A ou la solution B, soit la solution nouvelle improvisation, soit on s'appuie sur des trucs qu'on a bossé. Et ça, c'est peut-être la grosse déception de la deuxième période quand même, c'est de voir que ce Paris-là n'a pas été capable de changer tout ça. Après, c'est difficile de séparer la part physique, tactique, technique dans cette incapacité-là en deuxième. Oui, j'avais justement ce tweet de Raphaël Cosmidis sur mes Cosmidars sur Twitter qui disait qu'il y avait des temps forts de créativité assez impressionnants du côté parisien. Ouais. Et c'est sûr un peu comme le Lyon de Genesio à une époque. Oui. Non, mais j'y pense parce que je vois une image de Maxwell Cornet là, sur Twitter, qui est un peu la star du out of context olympique lyonnais ces derniers jours, avec une vidéo magnifique qui est sortie. Non mais voilà, parce que grosse qualité technique, et quand t'avais Ferland Mendy ou Sam Award et Ndombele, tu pouvais avoir un peu la même chose. D'ailleurs, ils avaient réussi à embêter City aussi. Flo, j'ai l'impression qu'en fait, t'as un double truc, c'est-à-dire que Paris pouvait avoir des équipes sur la saison dernière, l'Atalanta Leipzig, qui avaient un peu la même approche, sauf que c'était moins quali, notamment avec le ballon, mais qu'en plus, Neymar pouvait te résoudre le problème à lui tout seul en allant décrocher, et finalement, il te fluidifiait ta sortie de balle un peu à lui tout seul. Alors, je sais pas si un Neymar au top peut le faire sur ce match-là, mais disons, t'as pas le Neymar de l'Atalanta. Encore une fois, t'as pas ce truc individuel, etc. Et t'as beaucoup plus de récupération sur des... Voilà, t'es dans ton camp, t'as un quart de seconde pour la dégager, en repartant calmement depuis le gardien. Mais c'est vrai que Neymar, le top du top Neymar, aurait pu te servir à ça. C'est-à-dire que si t'as un énorme Verratti, un énorme Neymar, peut-être que tu peux quand même t'en sortir et lancer ces transitions-là. Plus qu'avec Gay, par exemple, qui, je pense, n'était pas capable de faire ça face à City. Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que toutes tes phrases, tu dis, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je le prends très mal. J'ai l'impression de très mal aimer cette émission. T'as je suis désolé de quitter. T'as pas l'impression, Christophe, quand il dit aussi oui, c'est ce que j'avais dit ou j'ai rien à rajouter, que finalement on est trop con pour Florent? Bah écoute, je le pense souvent, je l'ai jamais dit à l'antenne, mais là vraiment, je sais plus quoi poser comme question. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que mes questions étaient un peu bébêtes parce que voilà. Mais vas-y Florent, vas-y, on t'écoute. Non, mais c'est juste que à partir du moment où City hausse le curseur sur le plan du pressing, c'est là en effet que tu as besoin de tes joueurs, de tes individualités les plus importantes. Le problème par rapport à ce que je dis quand je dis que je reviens sur des choses que j'ai dites, c'est que c'est d'un côté City qui presse plus, de l'autre Paris qui a plus besoin de ses individualités, et ces individualités qui ne se pointent pas, qui sont plus au rendez-vous. Et c'est vrai que Neymar sur la deuxième mi-temps, il y a peut-être une dimension physique. Raphaël, tu disais avec le fait d'être tombé sur le coude, peut-être que ça l'a un petit peu sorti de son match. Et peut-être aussi que les buts encaissés lui ont fait plus mal à lui, parce on sait comment il peut réagir parfois dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, l'agressivité des joueurs de City a vraiment... tu sentais que physiquement, dans certains duels, dans certaines interventions, ils étaient plus vifs sur le ballon, et un mec comme Neymar sautait dès le premier contact, quoi. Il y a des jaillissements de... Je sais plus si c'est Walker, mais en fait j'en ai un en tête, mais je crois que c'est en fin de première mi-temps de Walker avec la balle qui revient très vite dans le camp de Paris, et ça finit sur une situation, je sais plus exactement la minute, malheureusement. Ce sera sur Copa Arena. Bien sûr. Mais c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. City qui hausse le curseur et Paris qui a plus besoin de certaines individualités qui se pointent pas au rendez-vous, tout simplement. Du coup, question très pragmatique, est-ce que Neymar était trop ou pas quand Paris avait le ballon? Sans ballon, on l'a déjà évoqué, les deux étaient coupés du monde,
Les rares fois où Paris avait le ballon, avait le temps de construire, est-ce que Neymar aurait dû décrocher au milieu comme il l'a fait parfois? Je me souviens à un moment, je sais plus Le dans Bayern, le pied ouais. de qui, déjà contre le Bayern, et puis en première période, il y a un moment où il prend la balle, limite, je crois que c'est dans les pieds de Paredes ou je ne sais plus, mais vraiment en décrochant alors qu'il occupait une vraie bonne position entre les lignes. Mais là, en fait, il investit la zone de quelqu'un d'autre, et en fait, il prend la balle, il accélère et il casse une ligne et demie par la passe, et tu fais, ouais, non, en fait, Il a refait enfin. il a bien fait de décrocher, quoi. Ouais. Il l'a refait en fin de match un peu d'ailleurs quand il sentait qu'il n'y avait plus rien. Mais c'est ça, et Bon. c'est ça où vraiment, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est calculé ou est-ce qu'il aurait dû un peu prendre le truc à sa main et aller jouer, entre guillemets, numéro 6 quoi. Quitte à perdre les ballons lui-même, hein. Mais à mettre vraiment le mec le plus technique dans cette zone où justement se jouer la bataille pour sortir les ballons. Tu peux même aller plus loin. Est-ce que Paris n'aurait pas plus gagné du coup à lui demander de défendre et de réintégrer Ah cette oui, ligne oui. de 5 et comme ça, il Oh aurait là été là. plus proche des autres pour. Non, mais voilà, c'est aussi. Tu peux le lier à Non, ça mais- aussi. Non mais t'as raison Flo, on est trop con pour toi là. Vraiment, tu Le, nous as dépassé là. le groupe vit bien. Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, blague à part. C'était même pas ironique, c'est quand il l'a dit, je me suis dit ah putain c'est fort ce qu'il a dit. Pour de vrai. Non, en non, plus. mais blague à part, c'est vrai qu'en plus, enfin, je trouve que le 8+2, si tu le considères comme ça, quand t'as Mbappé, est-ce que t'as vraiment besoin de 2? Est-ce que je peux pas faire 9+1, quoi? Tu vois, j'entends le coup de Neymar, Ouais. mais Neymar-Mbappé, tu vois, Mbappé peut aller fumer les 203 adverses. Neymar va Il a l'aider, failli, hein, tu d'ailleurs, vois, à un moment donné. mais voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai l'impression que c'était pas Ah, le meilleur sur- Mbappé, hein, mais. Il le fait sur une passe exceptionnelle de Di Maria là, c'est celle-là dont Ouais, tu parles, Flo, je crois que c'est qui- celle-là, qui- ouais. Où il qui est entre élimine. les deux et finalement Ederson sort assez loin et coupe l'action, ouais. Mais il était en train de les bouffer, ouais, j'ai l'impression en vitesse. Ouais. Un peu À ce comme moment-là. celle contre la Belgique à la Coupe du Monde 2018, là où Pogba le lance et il est tout près de piquer le ballon devant Courtois. Je sais pas si vous vous rappelez de cette action. Il passe entre deux Belges, deux centraux belges et bon, peu importe. Il y en a Tu veux eu dire que la beaucoup. France T'as- a t'as eu une plusieurs bien meilleure occasions face à mémoire, la Belgique? C'était pas une occasion, c'était une situation. Il n'y a pas eu de frappe. D'ailleurs, Mbappé ne frappe pas sur ce match, je crois. J'ai cru voir la stat, comme Ouais, quoi c'est c'est la ça. première fois 0, ouais. depuis X temps en Ligue des Champions que Mbappé n'avait Mais pas frappé. bon, Bah, il fait tellement d'efforts le week-end pour que Paris puisse encore jouer le titre qu'il Bah, s'est c'est vrai cramé aussi. au moment d'arriver en Ligue des c'est Champions. vrai aussi. Non, mais la question se pose aussi, mais j'en profite. Est-ce qu'à un moment, bah, comme ça, on peut parler du coaching Bah, de justement, j'allais te Pochettino. lancer là-dessus, donc vas-y. Ah, mais justement, est-ce que quand tu vois que... Bon, c'est facile à dire depuis notre position, et puis en plus j'ai eu la réflexion à la 89e minute, donc c'est vraiment un truc de truqueur et de menteur, mais bon, ces mecs-là sont meilleurs que nous. Est-ce que vu que tu sens que dans l'axe, depuis quand même pas mal de minutes, Mbappé ne touche plus rien et n'a plus de situation à vivre, est-ce que tu peux peut-être pas le remettre dans une position excentrée, peut-être côté gauche, qui va te permettre à la récupération de le trouver plus facilement alors contre Walker peut-être pas, mais du coup le mettre côté droit pour une fois pour attaquer Zinchenko, je sais pas, mais il était tellement isolé dans l'axe pendant une bonne partie du match que je me suis dit à la fin du match, c'est dommage de pas l'avoir mis dans d'autres situations parce que t'as senti quand même assez vite en deuxième qu'il aurait rien à se mettre sous la dent et c'est vrai qu'à part le super ballon de Di Maria, il y a bon, on disait en début de deuxième, il y a la situation où il élimine Diaz deux fois et non, je crois que c'est Diaz puis Stones et il centre fort et Verratti est pas loin. Mais derrière, il a un match où c'est. Enfin, je lisais pas mal de médias être assez critiques envers lui, mais c'est difficile vu ce qui est proposé par l'équipe en deuxième période pour lui de faire quoi que ce soit en fait. Parce qu'il y avait même pas le porteur de balle non cadré qui pouvait le lancer dans la profondeur. Donc je vois pas vraiment ce qui aurait pu être possible pour lui, surtout en étant décroché aussi loin, en servant de carotte. Donc est-ce qu'il aurait pas pu faire carotte sur le côté? Je sais pas. Mais pourquoi pas, tu vois. Flo, comme tu disais, Neymar qui est venu décrocher, refaire un peu ce qu'ils avaient fait contre l'Atalanta ou Leipzig avec Neymar faux neuf et des mecs qui partent des couloirs pour attaquer ces intervalles-là. Je sais pas. Vu que ça marchait pas, je sais pas. À vrai dire, au coup d'envoi, je m'attendais plus à ce schéma-là, qui avait certaines compos présentées pareil en 4-3-3 avec Neymar en effet dans l'axe et Mbappé Di Maria sur les côtés. Et je m'attendais plus à ça que, comme tu le disais tout à l'heure, Verratti qui défendait côté gauche avec un 4-4-2 en phase défensive. Mais c'est vrai que après tu peux ce qui est intéressant pour Guardiola, c'est que le fait de mettre Walker latéral droit, ça a totalement dissuadé Mbappé d'aller dans cette zone-là. Ouais, c'est pour ça que je parlais de pourquoi pas le mettre à droite, tu vois, contre Mais justement, Zinchenko il y est allé, il a fait quelques déplacements, Je dis pas qu'il a joué à droite, hein, mais Bah, au quand il moment illumine de- d'ailleurs là dans la surface, il Ouais, est c'est côté à droite. droit, quoi. Ouais. au moment de partir depuis l'axe et de choisir quel appel à faire, il a plus souvent plongé côté droit, ce qui est moins dans ses habitudes cette saison, voire pas du tout dans ses habitudes,
que côté gauche. Et peut-être aussi que le fait de le sortir comme ça de ses habitudes, ça a aussi compliqué son match. Laurent, est-ce que, alors c'est toujours pareil, c'est ce que les Anglais, les Américains appellent Monday Morning Quarterback, les gens qui font les analyses du lundi matin après les matchs du dimanche. Est-ce que avec le recul, il y a du coaching à faire, sachant que, et là on n'est pas dans le groupe et c'est vraiment un truc sur lequel on n'a aucune vision. Moi j'aimerais bien voir Moise Keane, mais je sais pas si Moise Keane a actuellement la condition physique d'un joueur de foot capable de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que autant Icardi, j'ai du mal à voir dans quelle fonction il peut occuper sur un match comme ça. Autant remplacer, tu vois, si tu sors Di Maria qui est cramé, si tu peux faire entrer Moise Keane, ça peut être très intéressant, quoi. Mais bon. Oui. Après, ça serait dommage de perdre ce Di Maria là quand même d'ici une semaine. Oui, non, là c'était juste entrer sur ce match-là. Oui, sur ce match-là, ouais, pardon. Non, mais c'est sûr que Keane, à partir du moment où tu avais notamment du mal à avoir de la présence quand les défenseurs étaient forcés de jouer un peu plus long, de jouer plus direct pour toucher des mecs qui ensuite prenaient la pression des défenseurs de City. Un Keane aurait sans doute été utile à ce moment-là, en effet. Il avait très bien fait, je crois que c'était face au Barça, où il avait contribué à des sorties de balles intéressantes côté droit quand Mbappé jouait côté gauche, match aller. Et c'est vrai que sa puissance et son gabarit auraient permis sans doute de mieux résister sur ces séquences-là. Après, qu'est-ce qu'il fait après, quoi, une fois la résistance gagnée. Est-ce que tu remets tu joues sur Neymar qui lance Mbappé, ça peut être un schéma. Mais c'est vrai que malheureusement on n'est pas dans le secret et je pense que s'il entre pas en jeu ce soir, je pense que c'est juste parce que comme tu le disais, il est complètement cramé et pas du tout remis du Covid, quoi. Il y a une autre chronie, mais bon, elle est facile à dire, alors que je suis sur WhoScored où les noms apparaissent en russe, bizarrement, je sais pas ce qui se passe, ils ont été piratés. WhoScored.com pourtant, mais que se passe-t-il si Herrera remplace Gay plus tôt, avant qu'il soit complètement dépassé physiquement et qu'il enchaîne la faute sur le coup franc et le carton rouge? Oui. Parce qu'il arrive très tard, les changements au milieu, ils arrivent super tard. Danilo entre la 80e et Herrera la 83e, alors que ça fait quand même 26 minutes que tu es en grande souffrance dans ce secteur-là. Ça fait un gros quart d'heure que tu nous disais qu'il fallait le sortir. Oui. Pour le coup. Oui, c'était à la 60e, j'avais demandé Keane pour Mbappé, mais bon, Keane, il ne doit pas pouvoir jouer. Et Herrera à la place de Gay, parce qu'il fallait un mec quand même qui allait pouvoir gratter ses ballons et récupérer des ballons pour faire des transitions. Et tu vois, quitte à enlever un des 4 de Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, un de ces 4-là, c'est pas facile de sortir Neymar et Mbappé quand t'es coach. Mais de sortir un de ceux-là et de passer à 3 au cœur du jeu, parce que t'avais Foden qui venait, t'avais Mahrez qui venait, t'avais Bernardo qui venait, t'avais De Bruyne qui était toujours là. Ouais, mais bon, c'est la lecture a posteriori, mais disons que l'absence de réaction était un peu étonnante de la part de Pochettino, qui en général est quand même plus acteur des matchs, je trouve. Et en plus, Raphaël, ça se met en parallèle avec l'entrée de Zinchenko pour Cancelo, alors qu'il participe d'une dynamique globale où Mahrez et Foden sont demi-espace beaucoup plus à l'intérieur et excentré, alors Walker, même si Walker attaquait moins, et Cancelo qui était beaucoup plus proche de la ligne de touche, qui est remplacé par Zinchenko qui lui a vraiment l'habitude de ce poste alors que Cancelo est un latéral droit au départ. Mais voilà, il y a un seul coup de coaching de Guardiola, mais disons il fait progresser son équipe. Alors encore une fois, c'est plus facile de coacher quand tu es dans une dynamique positive que négative, mais l'entrée de Zinchenko se fait à 0-0. On va dire que lui améliore son équipe alors qu'il y a... Enfin voilà, Pochettino voit le match lui échapper, n'arrive pas à l'inverser. Alors c'est toujours pareil, ça aurait pu être pire s'il avait changé les choses. Mais voilà, il y a ce double côté finalement où tu vois le match basculer d'un côté puis de l'autre. Et en fait, tout le monde voit un peu le mur se rapprocher sans pouvoir faire quoi que ce soit du côté parisien. Ouais, ce qui est marrant, c'est que Guardiola, finalement, il change le match en changeant la hauteur de bloc, puis avec un changement, mais derrière, il fait plus rien. Non, ouais. C'est marrant dans un match comme ça où t'es mené 2-0, enfin t'es mené 1-0 jusqu'à la 64e, de ne faire qu'un seul changement. Bon, c'était pas, la situation n'était pas dramatique, hein, tu revenais à 1-1, t'étais bien, mais derrière, sur la fin de match, d'ailleurs, il n'y a aucun changement, alors que t'as sur le banc je vais pas citer les joueurs qui sont là, hein, mais Sterling, Ferran Torres, je sais même pas si Agüero était sur le banc. Si, ouais, Agüero, Jesus qui était sur le banc, les deux neufs. Donc c'est marrant. Je pense que même le 1-1, je pense que Guardiola aurait été très content par rapport à ce qu'il craignait du PSG. Finalement, le 2-1 est bienvenu parce qu'il vient d'un coup franc qui est heureux, mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que
disons qu'entre le moment où tu sens que City domine et que le PSG va pas s'en sortir et le moment où Pochettino réagit, c'est long. Et la souffrance est longue. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'en ce moment, pour le bouquin qu'on va sortir dans quelques temps, je n'en dis pas trop, Christophe, je parle sous ton contrôle, mais il y a une partie sur le coaching et l'action des entraîneurs en cours de match. Parfois, les entraîneurs agissent plus sans faire beaucoup de changements. Et là, il y en a un qui a fait des changements tardifs, l'autre qui en a fait qu'un seul, mais il y en a un qui a beaucoup plus agi. Et c'est vrai que tu as l'avantage d'avoir la mi-temps, ce qui te permet de t'ajuster plus précisément. Et derrière, le coach qui était devant à la pause, finalement, doit te répondre et doit s'adapter à ce que toi tu as changé. Et c'est plus difficile une fois que la deuxième mi-temps est relancée. Mais vraiment, je pense qu'au-delà des difficultés collectives du PSG et quand même de la supériorité qu'on connaissait de City, qui a plus de certitude quand même que le PSG, c'est surtout ce qui se passe en deuxième et ce qui ne se passe pas, surtout dans le staff parisien, qui est un peu, je ne vais pas dire décevant, hein, on n'est pas malheureux, mais étonnant. Je peux te mettre un tacle ou pas, Raphaël? Tu peux me mettre un tacle, oui. Si tu as bien en tête cette histoire de livre, etc., c'est que tu viens d'écrire cette partie dans la nuit d'hier ou d'avant-hier, Oui. pour une deadline le 30, alors que nous sommes le 29 et que les autres personnes ont écrit depuis longtemps. C'est pour ça, en fait, que tu as ça bien en tête. Mais tu l'as relu, donc tu l'as bien en tête aussi. Absolument, absolument. Non, c'était juste pour savoir. Florent, on n'a pas trop parlé des individualités, enfin, on a mis ça dans un contexte collectif. Est-ce qu'il y a des gens sur lesquels tu veux t'arrêter particulièrement? Il y a plein de gens que j'ai du mal à sortir du lot, j'ai du mal à... Alors j'aime beaucoup le look de Ruben Dias, ses cheveux qui ne bougent pas, son aspect très charismatique, je trouve qu'il a un petit côté acteur, époque Marlon Brando, etc. Cary Grant, machin. Mais bon, dès que tu lui enlèves les mains sur corner, il a beaucoup de mal à défendre les duels, hein, parce qu'il y a quand même deux actions, le but et la tête de l'ami Paredes qui passe juste à côté, où bon, il est un petit peu en retard niveau timing. Mais voilà, on n'avait pas forcément évoqué les Marquinhos, les deux latéraux, Florenzi et Backe, qui étaient alors... Je ne sais pas si c'est les deux joueurs les plus faibles sur les 22, mais qui en tout cas ne sont pas les plus attendus sur une demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué en bien ou en mal sur cette demi? On aurait pu, enfin avec la première mi-temps de Paris, c'est vrai que le match de Marquinhos avec son nouveau but sur coup de pied arrêté, il en a quand même mis beaucoup, il commence à en mettre pas mal, hein. J'ai vu je sais plus si c'est sur notre excellent Discord ou si c'est sur Twitter que j'ai vu, mais que Marquinhos c'était le Sergio Ramos gentil. qui marquait sur corner des buts importants. J'ai vu une autre stat qu'il était avec Griezmann, et je sais plus si c'est Ronaldo, Messi ou un autre, un des 3 seuls joueurs à avoir fait 2 années de suite but en quart de finale et but en demi-finale. Parce qu'il le fait l'an dernier, il le fait cette saison aussi. C'est vrai. Belle stat, il est en bonne compagnie, hein, pour le coup. Mais non, oui, il y a son match à lui. Navas, c'est quand même assez compliqué de ne pas le tacler un petit peu, notamment sur le premier but, mais vous avez déjà évoqué pourquoi. Et après, c'est vrai que par contre, d'un autre côté, on a quand même assez souvent dit que City était une équipe où il y avait assez peu, en tout cas cette saison, d'individualité qui sortait du lot particulièrement, à part Foden qui franchissait un palier et qui explosait, mais qui n'est pas non plus loin au-dessus de ses coéquipiers. Et c'est vrai que ce soir, s'il y avait des individualités qui étaient attendues, elles étaient plus attendues côté PSG que côté City, où c'est plus la grosse machine collective. Et c'est vrai que ce soir, on a évoqué Di Maria, on a évoqué Neymar, on a évoqué Mbappé, et c'était un peu en dessous, même si voilà, Di Maria, sur les 50-55 premières minutes, jusqu'à cette fameuse action qu'évoquait Raph, où il lance Mbappé dans la profondeur après sortir tout seul de la pression et utiliser son pied gauche pour le lancer. C'est un petit peu sa dernière action marquante, et c'est peut-être lui le Parisien à mettre en avant sur ce match. Et après tu peux, pour évoquer la baisse de rythme général et les difficultés parisiennes d'une mi-temps à l'autre, tu peux aussi parler de la prestation de Gueye qui fait une très bonne première mi-temps dans mon esprit, qui fait même progresser le jeu. Il lâche quelques passes très très bien senties, même Paredes qui était bien en première aussi. Et c'est vrai qu'en deuxième, à partir du moment où City met beaucoup plus de monde autour de lui, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu as l'impression à la fois qu'il y a la fatigue, mais à la fois la sortie du match. C'est vrai que ça se mêle sur Gundogan. Enfin, elle a pas vraiment de sens, quoi. Tu sens que c'est un joueur qui a vraiment perdu en lucidité dans les minutes qui ont précédé. Comme la faute sur
sur Foden sur le coup franc. Oui, Il me aussi. semble que Foden est dos au jeu ou trois quarts, il n'est pas en position de frappe. Ouais, d'ailleurs, sur le coup, moi, je voyais presque pas la faute. Je me dis, en fait, il est un peu tombé parce qu'il est enfermé. En fait, non, il y a faute. Mais ils sont genre à 3 contre 1 et Foden n'a aucune solution à part, je sais pas, talonner en retrait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. Après, c'est le risque que tu prends quand tu as des joueurs comme ça très agressifs qui vont chercher beaucoup de ballons dans les pieds. Enfin, je pense que Kanté est le meilleur dans ce domaine-là pour gratter autant de ballons et faire si peu de fautes. Parce que Casemiro les fait plus haut sur le terrain. Mais parce que le Real défend plus rarement comme ça, bloc bas devant sa surface. Bon, il n'a pas joué City ni le Bayern cette saison, ça aide aussi. Mais Et par contre, dans l'autre sens, sur Gay, vraie question pour Paris. Quel joueur sera capable de compenser son activité pour permettre à Paris de gratter des ballons au match retour? Bah, ils vont mettre Herrera, je Ah. pense. Après, est-ce que Ouais, ça c'est vrai qu'il y suffira? a Je Herrera pense qui pas. va Mais le faire. enfin, tu vois, je vois pas d'organisation où ça mettrait Sarabia au milieu, où ça mettrait Rafinha au milieu, où ça mettrait Draxler au milieu, où ça mettrait Danilo au c'est milieu. faux. En gros, c'est un Vous peu. croyez pas au Paredes Verratti, on met 4 attaquants et let's go. Bah, j'ai peur que ça soit encore pire qu'en seconde période là sur le côté. En fait, tu seras tellement en sous-nombre dans la zone où va se décider le jeu que tu ne vas jamais récupérer le ballon en fait. Et à noter quand même, parce que ça pouvait être craint, surtout contre Foden, que je trouve que Florenzi s'en est bien sorti sur le match. Même techniquement, Ouais, et il a apporté il quelques courait trucs 2 fois sympas. plus vite qu'en championnat ce week-end contre Metz où j'avais l'impression, j'ai failli le tweeter, je l'avais pas fait, mais pour dire, c'est les gens qui ne croient pas au Covid, machin, regardez les effets que ça a même chez les footballeurs professionnels parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était incapable de courir. Et en fait, non, la très dynamique. Donc bonne surprise, après comme tout le monde côté parisien en deuxième période c'était plus compliqué. Dans la bascule première période, deuxième période, Bakke a été assez marquant aussi. Il fait une première période étonnante, plutôt bonne, puis en deuxième période, il est complètement à côté de ses pompes. À deux doigts du CSC, Oui, c'est... il y a un ballon. Et puis le ballon quand le PSG essaie d'égaliser à la 92e et qui décide de donner à Bakke sous pression côté près de la ligne de touche, je me suis dit, ah ouais, les gars, vous êtes plus lucides, quoi. Parce qu'il me semble qu'en Oui. plus, c'est genre Neymar ou Paredes qui le donne, et en général, ces gars-là choisissent déjà un peu à qui le donner selon la situation. Donc ça m'a un peu surpris. Et il y en a une autre aussi où il met une énorme sacoche alors que Oui. Paris vient de récupérer le ballon. Et il met une sacoche et je crois qu'il y a quasiment tous les Parisiens sur le terrain qui lèvent les bras, qui disent mais qu'est-ce que tu C'est fais? ça. Et en fait, je savais pas Et, si c'était les Parisiens qui criaient ou les mecs de City parce qu'il y avait une. Ouais, parce qu'ils pensaient ça qu'il y avait réclamait une faute. aussi. Ouais. Ouais, Ouais. c'est Je un pense truc comme vraiment ça. qu'il Mais- croit qu'il y a faute, mais joue quoi. Enfin, Mais c'est vrai qu'il met une très très belle sacoche. Je sais pas si le ballon est retombé pour le coup. ouais, petit côté Thomas Castagnède. Mais oui, non, c'est... bon, j'ai l'impression que pour lui, il y avait un côté un peu seuil de compétence, fatigue psychologique, etc. J'allais dire quelque chose, mais j'ai totalement oublié, du coup je vais dire autre chose. Raphaël, côté individualité de City, est-ce que des gens t'ont particulièrement marqué? Parce que c'est vrai que Flo disait, il n'y a pas grand-chose qui dépasse, ou alors tu trouves un homme providentiel, mais c'est jamais trop le même. C'est-à-dire Sterling qui a pu être en début de saison un peu disparu. En janvier, février, t'avais Gundo qui était le meilleur buteur européen, qui là est rentré dans le rang. Cancelo a joué même quasiment plus ces dernières semaines, alors que lui aussi était énorme pendant plusieurs mois. Enfin, c'est bizarre en fait quand cette équipe hausse le ton, tout le monde hausse le ton, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Un Foden par exemple, tu l'as très peu vu, mais en fait, il n'y a pas de joueurs qui vraiment prennent totalement le match à leur compte, quoi. C'est-à-dire, même un Rodri va faire du dépassement de fonction, tout ça, mais j'ai rien vu de vraiment incroyable de l'un ou l'autre. Ouais, mais c'est peut-être parce que le style de jeu de City ne met pas non plus en avant individuellement des joueurs. Tes principes collectifs sont plus forts que tes joueurs, même si bon, Mahrez, Foden font des belles deuxièmes périodes. De Bruyne aussi un peu plus. Rodri m'a marqué négativement en première. Je le trouvais complètement dépassé par Paredes et Gay au milieu de terrain, qui ont chippé 2-3 ballons qui ont donné des bonnes transitions. Puis par contre, en deuxième, je trouve que et Rodri et Gundogan notamment ont mis énormément de rythme par rapport à la première, où je trouve que ça circulait pas 100 fois plus vite, mais vraiment il y avait un dynamisme et tu sentais qu'en plus Paris commençait à se saouler, à se lasser de courir après les ballons. Et c'est d'ailleurs comme ça que Guy, à un moment, arrive sur Gundogan et il prend le carton rouge. C'est que Gundogan est dos au jeu, il la remet vite en une touche et Guy arrive une minute trop tard, enfin une seconde trop tard et il arrive sur le mochement et du coup ça fait rouge. Mais c'est plus les secteurs de jeu qui m'ont marqué en deuxième que vraiment des performances individuelles. Alors Mahrez est décisif, je pense qu'il a peut-être le joueur qui a le plus frappé côté City. Parce qu'il a une frappe de loin à un moment aussi où il la récupère dans sa position préférentielle, là, un peu plus lointaine peut-être que sa préférentielle, mais il frappe fort et c'est un peu hors cadre. Mais voilà, c'est plus par ligne que ça m'a marqué, notamment le Gundo Rodri en deuxième qui a vraiment apporté beaucoup plus de rythme.
puis Mahrez, Foden qui à l'intérieur ont été plus intéressants que quand ils étaient vraiment ligne de touche en première. Alors, c'est une vraie tarte à la crème, hein, parce que tous les gens qui nous écoutent, je pense, sont pas dans ce stéréotype-là. Mais Guardiola qui fait toujours la même chose, etc., tu penses qu'il y a 1 ou 2 ans, t'avais, peut-être même moins, t'avais toujours ces deux ailiers qui étaient sans cesse sollicités, comme ça pouvait être le cas du côté du Bayern, ça allait provoquer en un contre un. Et au final, là, t'as pas une seule fois cette séquence-là. Donc c'est vrai que t'as toujours Ouais, les mêmes. tu l'as en première un peu. Tu l'as un peu en première. Il y a Foden à un moment qui reçoit un ballon comme ça et qui va sur Florenzi, mais souvent ils essayent quand même de trouver un joueur intérieur pour combiner. Ouais, et Et il puis y a pas ils étaient, de. Foden, ce genre de prise de balle, c'était du 3 contre 1 derrière. Oui, Après, c'est ça, c'était même vu pas. que En gros, ils t'avais étaient pas. très prudents autour de lui, donc Disons, voilà. c'était pas le Guardiola qui essaye de créer l'espace pour ensuite offrir une situation de 1 contre 1 en Oui, attirant non, l'adversaire. c'était pas. Là, voilà, ça arrivait comme ça et le mec l'a tenté, mais t'avais pas de plan pour libérer l'ailier dans une situation de dribble, quoi. Donc, Non, c'était pas Douglas Costa, Coman ou Ribéry Robben qui. Notamment le Robben contre la AS Roma où le Bayern ne joue même pas en 4-3-3 ou 4-4-2, il joue juste à 7 côté gauche et un joueur côté droit qui est Robben et ça fait des 1 contre 1 tout le match. C'était Et la Roma en prend 7 d'ailleurs. c'était même plus fixation Foden avec peut-être un gars qui le suit dans le demi-espace pour embarquer le central en plus, embarquer 3-4 joueurs. On ressort sur Cancelo qui renverse à l'opposé pour essayer de trouver Bernardo ou Mahrez, quoi. C'était Ouais. presque plus ça le circuit que trouver le décalage côté Foden Mais à l'arrivée, quoi. en plus, ce qui est bizarre côté City, c'est qu'il commence. Enfin, vraiment, le tout début du match, il commence bien parce qu'il y a Mahrez qui lance De Bruyne et Marquinhos doit couper limite devant Navas. Et tu te dis, oh putain, s'il y a des courses comme ça dans le dos, ça va être compliqué parce qu'en plus, avec le pied intérieur de Mahrez ou de Bernardo ou Cancelo, là, le côté opposé, bah finalement, ça va être que ça. Puis il contrôle, il y a beaucoup moins de courses, il n'y a pas d'appel en profondeur. Et c'est même pas le problème qu'il y a un faux neuf, c'est le problème qu'autour de lui, il n'y ait pas de course. C'est très bien un faux neuf si autour tu l'accompagnes bien. Puis en deuxième, ils en ont mis un peu plus. Des joueurs à l'intérieur qui pouvaient proposer des appels demi-espace et c'était déjà plus intéressant. Donc le truc du faux neuf, bon, évidemment ça cristallise un peu les débats, mais c'est pas forcément le faux neuf qui pose problème, c'est son environnement. Et comme il a changé en deuxième, bah, il était beaucoup moins problématique. Sachant que je pense que Guardiola ne met pas de numéro 9 juste parce qu'il n'est pas super satisfait de Jesus et que Agüero n'a plus trop de jambes. Je suis persuadé que là tu lui mets Haaland dans l'équipe, peu importe Oui, après, peu importe ses principes, il le mettra en pointe, quoi. C'est pas un dogme. Ouais, oui, non, en effet. Après, Jesus, bon, on en parlera peut-être un jour, mais je pense qu'on était tous ultra fans à ses débuts à City. Oui, Et l'évolution est quand même pas. Même s'il a toujours des statistiques assez impressionnantes par rapport à son temps de jeu, je trouve que l'évolution est pas grandiose en fait. Florent, pour conclure, si on se projette sur le match retour, on l'a évoqué rapidement avec Raphaël tout à l'heure, qu'est-ce que tu attends des deux compositions d'équipe et de ce qu'elles diront sur les intentions des deux entraîneurs? Bah, je pense que les deux compos diront beaucoup de choses. Je pense que de toute façon, côté City, côté Guardiola, il va rester sur la dynamique de cette deuxième mi-temps, tant parce qu'il a été proposé sur le terrain que les joueurs alignés. Peut-être même que Cancelo débutera pas d'ailleurs, que ce sera Zinchenko à gauche. En tout cas, je pense qu'il a été conforté dans la deuxième mi-temps de ses joueurs. Après, côté PSG, et d'ailleurs c'est ce que Guardiola a dit après la rencontre, je le cite, peut-être qu'ils vont faire à propos du PSG quelque chose de nouveau. Nous voulons jouer avec notre personnalité pour atteindre la finale, c'est ce que nous devons faire pour réussir à l'atteindre. Mais bref, il faut rester juste sur le fait que Guardiola va s'attendre à quelque chose de nouveau côté Paris. Et de toute façon, c'est ce que disait Raphaël, si Paris veut aller chercher la qualif, et j'imagine qu'ils en ont envie, il faudra qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'ont pas montré encore cette saison. Le fait de renverser un score, c'était pas les situations rencontrées contre le Barça ou contre le Bayern. Et là, il va falloir beaucoup plus, je saurais même pas dire. En fait, je vois pas de solution évidente où tu te dis ouais, s'ils mettent ça va mieux se passer, quoi. Ou s'ils font ça va mieux se passer, parce que ils n'ont pas non plus de joueurs, comme tu le disais tout à l'heure, de Llorente qui pourrait permettre d'être un cheat code pour sortir de la pression en passant par les airs et s'installer dans le camp de City. Ils n'ont pas ça, et même s'installer dans le camp de City, ça te garantit pas le fait que le ballon revienne pas. Il faudrait qu'ils pressent haut déjà pour s'installer dans le camp de City. Et... c'est ça, bon. t'as cette dimension de pressing. Après, il y a aussi un truc, ce serait peut-être d'essayer de mettre le match sur le terrain, justement,
de hausser le rythme en adoptant un jeu beaucoup plus direct, mais c'est pas forcément dans les habitudes du PSG et c'est pas forcément dans les habitudes des joueurs alignés jusque-là et alignables aussi, puisqu'un mec comme Gay par exemple sera pas là, alors que c'est quelqu'un qui pourrait te permettre de résister à un match transition pour transition. Mais le problème c'est qu'en face City a vraiment tout ce qu'il faut et toutes les qualités pour garder le contrôle sur la rencontre et garder le rythme de la partie sous contrôle justement. Donc ça va être vraiment compliqué de trouver une solution, même si tu peux aussi avoir ce scénario, mais là il faudra arriver sur le terrain où tu débarques, tu ouvres le score et là en face ça recommence à trembler un petit peu parce qu'il y a eu des matchs récents où City s'est effondré sur des courtes périodes et du coup c'est fait de sortir de la Ligue des Champions. Après Raphaël, le problème pour Paris c'est qu'à 1-0 t'es pas qualifié et que du coup faut vraiment qu'il y ait enfin tu vois, si City ne veut pas prendre de risques, et je trouve que depuis quelque temps les rares, même les très très rares fois où City était mené, ils n'hésitaient pas finalement en gros à intégrer cette notion de pied qui tremble et de manque de confiance sur le temps suivant le fait d'encaisser un but, et que tu pouvais avoir l'aspect on dégage, on va dans le camp adverse et on va presser. Alors c'était pas dans cette dynamique là, mais ce qui était fait face au Real l'an dernier où Ederson jouait tous ses ballons longs et au final tu te disais on va plus essayer de pousser Varane à l'erreur que de construire proprement, quoi. Il y a aussi ce volet là où City va pas s'amuser à se saborder finalement. Ouais, j'étais en train de regarder en plus combien de fois City avait concédé 2 buts cette saison. C'est arrivé 4 fois, si je ne m'abuse, contre Southampton récemment, mais dans une victoire 5-2. Donc, à relativiser. Il y a eu cette défaite contre Man United à domicile, où ils perdent 2-0 avec un but dès la 2e minute. Ça, ce serait peut-être le scénario que Flo évoquait, ou que Christophe évoquait, je ne sais plus lequel d'entre vous deux disait parler d'un but rapide. Peut-être qu'à 1-0, après, tu peux essayer de faire un match où tu l'amènes le plus longtemps possible sur ce 1-0 en espérant qu'à un moment ça tourne en ta faveur. Il y a le 2-0 de Tottenham avec là aussi un but à la 5e minute. C'est peut-être un truc à creuser. Et puis il y a le... Après ce match-là, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être, mais je crois que ça termine genre à 23 tirs à 3 ou quelque chose comme ça. Tu peux espérer ça, hein. Il faut que... C'était face à Mourinho et c'était assez Mourinho. Je crois que c'était un match de dimanche 17h, je vais vérifier. Mais... Tu peux même pas l'espérer parce que si tu mènes 1-0 et que tu laisses City, ils vont pas tirer. Ils vont faire, oui. Ils vont juste faire tourner. 1-0. Ah, mais c'est ça le problème aussi. Et puis il y a le 5-2 contre Leicester en début de saison, mais c'est un truc qui paraît très très lointain. Et t'as parlé du 2-1 contre Leeds ou... Ah non, j'en ai pas parlé, c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié le 2-1 contre Leeds. Mais bon, ça sera pas la même config non plus. Hein. Et puis t'as pas Stuart Dallas qui avait été grandiose ce jour-là, mais qui est un peu dans la même idée que le Tottenham City, parce que là c'est 29 tirs à 2, donc c'est encore pire. Et là t'es quand même à 10 contre 11 pendant la moitié du match. Alors je suis assez content de moi, parce que donc c'est un match qui date du 21 novembre, j'avais je crois dit 23 tirs à 3 ou 22 tirs à 3. C'était 22 tirs à 4 pour City. Contre Tottenham, ouais. Dans cette défaite 2-0 face à Tottenham. Donc bon, ça peut arriver, hein, mais... Puis en plus, il y avait ce côté, il faut absolument égaliser, que tu n'auras pas avec ce but de marge. C'est ça. Ah, mais après, le truc qui peut arriver, et ça c'est plus difficile à expliquer pour nous, c'est dommage parce que nous on aime bien quand même rationaliser les trucs, les expliquer peut-être parfois un peu trop, mais c'est que City fasse ce que Dortmund avait fait il y a 1 an et demi, quand ils étaient venus au Parc des Princes et qu'ils avaient fait un match absolument incompréhensible, où tu avais l'impression qu'ils avaient oublié que c'était pas un match amical. Je vois pas comment ça peut arriver, mais c'est déjà arrivé en Ligue des Champions dans des matchs importants. Et d'ailleurs, ce match, on en parle souvent dans Vue du Banc, mais il faudra qu'on le revoie un jour. Parce que vraiment, ce match il était hors du temps. Il y avait des trucs qui se sont passés ce jour-là. Dortmund, je sais pas ce que Dortmund faisait, si c'était pour virer Favre et les joueurs n'en pouvaient plus. Mais sur un match d'un tel enjeu, ça serait un petit peu étonnant. Surtout qu'ils avaient été excellents à l'aller en plus. Oui, qu'ils pouvaient faire plus le break et pouvaient limite se valider la qualif à l'aller. Ouais. Donc non, je suis vraiment toujours aussi intrigué par cette rencontre. Je me rappelle qu'après le match aller, les gens étaient catastrophés par le niveau du PSG en disant que Dortmund allait les exploser au retour, que collectivement c'était bien plus fort. Et il n'y avait rien de proposé au retour. Mais je vois pas du tout City, c'était plus pour la boutade que pour le scénario potentiel. Franchement, je me demande si c'est pas la première fois d'ailleurs que Guardiola, depuis qu'il est à City, est sur une double confrontation comme ça, serrée, enfin, contre un gros club, avec l'avantage à l'aller. Il y avait peut-être eu le Real City l'an dernier. Je me rappelle plus ce qui se passe à l'aller du Real City. Mais en général, sur les allers-retours, il était toujours en galère
il s'était foiré, où il fallait rattraper quelque chose, notamment contre Liverpool. Là, il est dans une situation un peu plus avantageuse. Je crois que c'est 2-1-2-1. Je crois qu'il gagne les deux face au Real. Mais en tout cas, c'était une situation avantageuse, mais il n'y avait rien de fait non plus, quoi. C'était pas garanti. Florent, une dernière question avant de boucler. Je suis assez content parce que là, je pose des questions où tu n'as pas à faire des retours en arrière. Donc j'ai progressé dans mon animation. Désolé. Est-ce que... Non, c'est à moi de me remettre en question. Est-ce que tu penses... Alors moi, j'envisage le truc, donc c'est pour ça que je veux savoir si je suis le seul ou pas dans mon délire, que dans une semaine, on parlera du fait que City a 11 contre 10 dans le dernier quart d'heure, avec De Bruyne qui est pas passé loin, je pense à 10 cm près, il prenait son rouge aussi, mais bon voilà, sur une semelle sur le pied de je ne sais plus qui, de Danilo je crois. Est-ce que tu penses qu'on reparlera ou pas du fait que City a, entre guillemets, refusé d'attaquer, en tout cas à pas se chercher à exploiter des décalages, alors que je suis persuadé qu'ils auraient pu se créer plein d'occasions et que même encore sur le dernier corner, ils le jouent à deux, et encore, je crois que c'est Foden qui se retrouve un peu seul à l'angle de la surface, etc. Enfin, j'avais vraiment l'impression que tu pouvais potentiellement prendre le risque d'en encaisser un en essayant de marquer le troisième. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu penses que Guardiola a fait le bon choix ou pas? Non, mais on en parlait dans notre conversation où je posais la question de est-ce que Guardiola, au moment de l'expulsion de Gay, sent l'odeur du sang en fait, qu'évoquait Bielsa dans un autre contexte, mais c'était un peu ça Raymond en fait. Raymond Domenech en conférence de presse, Florent, ne l'oublie pas. C'est vrai, inspirant des plus grands. Mais c'est vrai que à 2-1 dans ce contexte-là, à 11 contre 10, je me suis aussi posé la question comme toi, est-ce que Guardiola va pas ajouter peut-être faire rentrer un avant-centre, d'ailleurs, qui sait, dans les dernières minutes et prendre un petit risque pour essayer d'aller chercher le troisième. Je me suis vraiment posé la question et c'est vrai que si ça se passe mal pour City au retour, je pense qu'on pourra reparler de ce dernier quart d'heure ou ces 20 dernières minutes, je ne sais même plus quand est-ce qu'il prend exactement son rouge, Idrissa Gueye. Je crois que c'est 74, mais 77. Ouais, 77. Donc un quart d'heure. Mais je me suis vraiment posé la question, surtout qu'en plus, il n'avait fait qu'un seul changement. Il avait quand même quelques cartouches sur le banc pour se renforcer offensivement. Et je pense en plus que tu aurais pu le faire sans vraiment trop risquer un énorme déséquilibre. Ne serait-ce qu'en ajoutant, tu fais sortir Gundogan, tu fais un peu reculer De Bruyne et tu ajoutes un Gabriel Jesus. Ou bien tu ajoutes un Sterling sur un côté. Face à... Alors certes, il met pas un pied devant l'autre en ce moment, mais même face à Florenzi, je pense que Sterling aurait pu faire des dégâts dans les dernières minutes, surtout avec un Florenzi peut-être un peu diminué encore de sa maladie récente. Et c'est vrai qu'au moment où Gay se fait expulser, je me pose vraiment la question et je me demande si un autre entraîneur que Guardiola, genre un Klopp ou quelque chose comme ça, n'aurait pas fait ce changement. Je pense que Klopp met Agüero et met des ballons dans la surface beaucoup plus facilement en se disant le mec va mettre une frappe parce qu'il n'aura pas à bouger, il va mettre une frappe de 15 mètres en lucarne comme il en a fait tant de fois dans sa carrière à mon avis. Franchement, ça m'aurait pas choqué. Je m'attendais presque à en effet un peu plus d'ambition de City dans ces dernières minutes. Mais on revient encore à cette peur. Je pense que vraiment la peur de Neymar, Mbappé des transitions a vraiment été tout au long de ce match de Manchester City, ça a été un fil rouge. En première mi-temps, ça les a empêchés de jouer. Guardiola leur parle de personnalité, de jouer, c'est ce qu'il dit après la rencontre, de jouer comme ils jouent d'habitude en deuxième mi-temps. C'est ce qu'ils font, ça tourne bien. Mais je me dis qu'en effet, dans ces 10 dernières minutes, je pense que Guardiola a voulu limiter les risques et du coup n'est pas allé chercher ce troisième but. Mais on verra ce qui se passera s'il encaisse le premier au match retour. C'est peut-être qu'à ce moment-là qu'on repensera en effet à ce dernier quart d'heure. À noter que ça me fait juste penser au fait que je trouve que l'un des trucs les plus humiliants de l'histoire du foot, c'était donc... ça fait partie du truc, mais c'était le 5-0 mis au Real de Mourinho, mais c'est surtout qu'à 4-0, le Barça a 10 opportunités d'attaquer la profondeur et qu'en fait, il ne joue pas les ballons et qu'il continue à faire des redoublements de passes, alors que honnêtement, il y a presque plus d'occasions non jouées dans la dernière demi-heure, juste avant le 5e de Refren, que d'occasions jouées sur la première heure. Sur ça, ce match est assez rigolo. Merci messieurs, épisode très punchy, très dynamique, très rigolo à faire, très intéressant. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono. Les paris, où on n'a qu'un seul retour de paris de la dernière séance, de la dernière séquence. La dernière séance aussi, hommage à Eddie Mitchell, puisque sur les 4 qu'on avait fait, il y a un seul match qui s'est joué, c'était le match de Paris. Et Flo, ton pari n'est pas passé, il me semble. Non, c'était Mbappé buteur en première mi-temps. Il a fini avec 0 tir. Donc, il y a eu cette. Il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Il y a eu cette transition à la 2e minute où j'y ai cru, là, quand Di Maria gratte un ballon et que ça part avec. Je crois que c'est Neymar qui est décalé en profondeur et qui fait un tir écrasé. Je me suis dit, tiens, il aurait peut-être pu chercher Mbappé au 2e. Bon, elle était très compliquée. Mais j'y ai cru quand ils sont partis en profondeur, là, tous les 3. Parce que là, on est sur un ici, c'est même pas s'il y a un arrêt du gardien. Il y a quand même beaucoup de variables. C'est compliqué. Dans ton raisonnement. On va commencer par Raphaël, tiens, et non pas par toi. Raphaël qui m'a fait 2 paris français, 2 paris Ligue 1, et notamment un pari très estampillé Tognuti. J'espère que tu n'as pas honte de marcher sur les plates-bandes de ton voisin. Non, on notera, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'épisode de la veille, que j'ai passé un pari quand même sur le Lyon-Lille. Voilà. Si je l'ai dit, c'est pas grave, je le répète, c'est important, parce que c'est sans doute mon seul pari réussi de la saison. J'ai l'impression que chaque saison n'est plus nulle que la saison précédente en termes de paris. Alors moi l'an dernier j'étais très bon, mais c'était totalement, alors désolé c'est le mot anglais, un outlier, quoi. Il y a cette saison qui est incroyable où je suis assez nettement au positif, mais les autres c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, Si on devait te comparer à un footballeur, ce serait quoi ? Un one season wonder, tu serais qui ? Écoute, fais tes paris et je reviens, sinon je dis l'Euro de Milan Barros, mais c'est un peu court. Vaclav Zverkos. Fais ton pari et je reviens avec un nom. Premier pari, c'est Bordeaux-Rennes, en effet, j'allais dire un hommage à Flo, non, parce que Flo n'est pas encore mort, mais son club peut-être bientôt, c'est Bordeaux-Rennes, match de Ligue 1 de ce week-end, où je me dis que Bordeaux prend beaucoup de buts et que Rennes en met beaucoup. Bien vu. Les supporters rennais sont heureux en ce moment, parce qu'ils marquent beaucoup de buts, donc je mets Rennes -2 à 6,50. J'espère que mon ami Martin Terrier va être aussi productif que ces dernières semaines, ce serait bien pour mon pari, tant mieux pour lui de marquer des buts. Bordeaux qui peut toujours réussir l'exploit de perdre genre 12 ou 13 de ses 14 derniers matchs et se maintenir en Ligue 1. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Ce serait en tout cas un bel exploit. J'aimerais bien que Opta remonte les stats pour voir un peu tout ça. Parce que je me pose la question sur un Strasbourg peut-être une saison, mais je me gourre peut-être. Mais je crois que Strasbourg était justement descendu à cause de ça. Alors qu'ils étaient très bien. D'accord. C'était le Strasbourg de Furlan il y a quelques années. Ouais. Genre première moitié de tableau à la trêve et ça plonge en deuxième partie de saison. C'est vrai que c'est bien possible. Et ce qui serait encore plus fou, c'est de faire cet exploit et derrière de descendre administrativement. Ce serait... je vais pas souhaiter le malheur à Florent, mais donc, il y a une fin de saison là qui en janvier en plus devait plutôt bien se passer, parce que le Bordeaux avait gagné 3 matchs de suite et tu te disais ils vont être tranquillement ventre mou, et puis ça a tourné très très négativement quand même. Virer chocolat, ouais. Rennes à l'inverse marque tout le temps là, ça va beaucoup mieux. Ils en ont mis 5 contre... Marc pardon. Marqué. Ils en ont mis 5 contre Dijon, bon c'était Dijon, mais ils en avaient mis 3 à Angers, ils avaient fait 2-2 contre Reims, ils avaient mis 3 buts à Metz. Donc voilà, ils sont plutôt en bonne forme. Donc le -2 à Bordeaux à 6,50. Voilà mon premier pari. Je vois que tu n'as pas la même référence que moi sur le Marc. Non. Sacré Raphaël. Alors, Marc Raquil. Juste avant, Strasbourg termine sa saison avec 3 points, donc une seule victoire. Donc c'est saison 2007-2008. Ils sont 11e à la 24e journée. Et donc sur les 14 derniers matchs, ils font une seule victoire contre Le Mans. Donc on n'en est pas très loin, tu vois. Bordeaux a pris 4 points et là Strasbourg en avait pris 3 pour finir 19e. Il n'y aurait pas un joueur par hasard de cet effectif strasbourgeois qui serait dans l'effectif bordelais aujourd'hui. Ce serait incroyable. Je ne pense pas, ça me paraît impossible. Le meilleur buteur à l'époque c'était Wesson Renteria. L'ami colombien. À noter, Raphaël, que j'ai mon joueur. Alors dis-moi. De la même nationalité que Vaclav Zverkos, est-ce que tu l'as ? Ça m'étonnerait, mais... Il était tchèque, Zverkos, c'est ça ? Absolument. Bah non, il est toujours d'ailleurs. Si c'est pas Barros, alors je sais pas, Thomas Nessid, j'en sais rien. Et non, c'est Libor Kozak qui a fait sa saison avec la Lazio avec 0 but en 19 matchs de championnat, mais 10 buts en 11 matchs de Ligue Europa, où il termine meilleur buteur. Et il a jamais dépassé les 11 buts en championnat dans sa carrière, mais c'est en République tchèque, sinon en Europe de l'Ouest, il n'a jamais dépassé les 6 buts en championnat sur une saison. Bien sûr. L'ami Libor Kozak, le pivot,
puisqu'il Eh était oui. très grand, très bon de la tête et pas très bon avec le reste de son corps. L'inspecteur Kozak, oui, bien sûr. Oui, absolument. Et ton deuxième pari, c'est Brest-Nantes. Là, c'est un buteur. Ah, j'étais sur Brest-Nantes, pardon, oui, c'est pourquoi j'ai eu un trou d'air. Oui, un buteur qui a été délicieux lors du dernier match de Brest. Un joueur assez délicieux d'ailleurs, un joueur un peu tout simplement Ligue 1, je pense, à Saint-Etienne, qui avait mis 2 beaux buts. Gaëtan Charbonnier, dont sur une passe D de Romain Perrault notamment. Je mise sur un but donc de Charbonnier à 3,30 contre Nantes. Elle était importante cette victoire pour Brest qui était un peu dans la même dynamique que Bordeaux quand même. Et qui là, bon, c'était pas aussi dramatique, mais disons que ça pouvait craindre, pourquoi pas, de jouer le maintien jusqu'au bout. Là, ils sont à 40 points, Nantes est à 31, donc ça devrait aller. Je m'avance pas sur le résultat parce que Nantes a montré qu'ils étaient capables d'aller faire des petits coups à droite à gauche. Mais le petit but de Charbonnier qui est en forme et qui aide bien le jeu brestois, voilà, c'est à la fois une envie personnelle de voir ce Charbonnier briller et marquer, et puis évidemment un objectif financier. Absolument. Charbonnier, lointain cousin physique de Kevin De Bruyne. Tes paris, Florent, il y a aussi un buteur, c'est aussi de la Ligue 1. Ton premier match, c'est Lorient-Angers. Ouais, Lorient-Angers, Lorient qui doit encore, hein, malgré sa large victoire sur Bordeaux et le fait qu'il soit largement supérieur aux Girondins sur cette fin de saison. Lorient doit encore aller chercher des points, et c'est vrai que le match face à Angers tombe quand même assez bien, parce qu'Angers, pour le coup, n'a vraiment plus rien à jouer. Ils sont bien calés, eux, en milieu de tableau. Et Lorient, ouais, je pense qu'ils ont 3-4 points encore à aller chercher pour assurer le maintien, vu comment ça avance évidemment autour d'eux. Et pour l'avoir vu lors du match précédent face à Bordeaux, justement, lors de la victoire 4-1 de Lorient, j'ai une nouvelle fois été convaincu par Terem Moffi. Et du coup, je pars simplement sur un Terem Moffi buteur face à Angers. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Il n'a pas besoin non plus d'énormes occasions pour être efficace. Il est capable de se créer des situations lui-même. Il est capable aussi de s'imposer dans une surface un peu fournie en défenseur. Donc il sait vraiment tout faire. Et c'est vrai qu'il est sur une série de 6 buts sur les 3 derniers matchs. Et je me dis qu'il est plutôt bien lancé. Je vois pas pourquoi il s'arrêterait face à Angers qui est un peu ralenti. Donc voilà, simplement but de Moffi face à Angers, en espérant aussi que Lorient s'impose, parce que ce que Lorient montre sur la phase retour, en gros, c'est quand même une équipe qui mérite largement de rester en première division, que ce soit directement ou via les barrages, on verra. Ils ont, où ils termineront. ils ont beaucoup de joueurs sympas, des joueurs frissons d'ailleurs. Ouais, et ça va être alors à voir ce qui se passera cet été, s'ils sont obligés d'en lâcher beaucoup, parce que voilà, Mediapro, etc. Je crois que c'est une des équipes qui a pas mal investi en envisageant les rentrées d'argent de Mediapro, et qui du coup va peut-être le payer assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on voit encore assez peu et qui arrivent dans cette équipe, et ce serait, je pense, très intéressant à voir l'année prochaine. En tout cas, voilà, on espère qu'ils vont rester, et on espère que Moffi marque au moins son 15e but de la saison face à Angers, ce qui fait quand même un très bon total pour un joueur, pour un attaquant d'une équipe qui joue le maintien. Ouais, je crains que la saison réussie de Moffi paye la saison ratée de Garbage, qui a coûté cher quand même, Oui, c'est vrai. et qu'ils partent pour financer l'autre, qui d'ailleurs peut-être fera une belle saison l'année prochaine. Mais ça risque d'être une conséquence inattendue. J'avais justement une relance sur ça, Florent. Terem Moffi est à quelqu'un de la même nationalité que lui, qui est né 6 mois plus tôt, qui fait la même taille à 1 centimètre près, qui était en Ligue 1 l'année dernière et qui a pris sa place sur le mondial U20, c'est Victor Osimhen. Ah oui. Avec le Nigeria, Victor Osimhen, qui avait terminé meilleur buteur de ce mondial. Je crois que c'était U20 ou U17. Non, U17. Peu importe. Osimhen est officiellement parti pour 80 millions. Voilà, no comment. Pour combien Terem Moffi partirait, selon toi? Est-ce que Terem Moffi est vraiment un joueur si éloigné que ça de Victor Osimhen, sur ce que Victor Osimhen a montré, avec en plus le même parcours, le passage par la Belgique très court, puis l'arrivée en France et une saison où directement il s'impose dans un club de Ligue 1. Je pense que le fait d'être à Lorient, ça limite forcément le prix de vente, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut partir pour 15-20. En gros, Lorient peut toucher ce que Lille a vraiment touché sur la vente d'Osimhen. Voilà. Ça joue.
C'est la fin du Duban. Ouh là là, on va être L'arbitre. attaqué. L'arbitre laisse jouer. Ton deuxième pari, c'est Nîmes-Reims. Oui, Nîmes-Reims. En fait, je complète un petit peu les paris de Raphaël sur Bordeaux-Rennes et donc la défaite de Bordeaux. Et donc, je joue le but de Mofi face à Angers et je joue aussi la victoire de Nîmes face à Reims pour une raison très simple, c'est que je pense que c'est la dernière chance pour Nîmes de ne pas trop laisser partir les équipes devant. Ils sont tombés à la 19e place. Le week-end dernier, ils avaient une opportunité incroyable de prendre des points à Lens, ce qui n'était pas forcément l'idée de départ quand même. Avec Lens réduit à 10 et Nîmes, Christophe, tu as assisté au match qui a vraiment dominé la deuxième mi-temps avant de se faire avoir sur ce ciseau de Haïdara, je crois, en fin de partie. Absolument, ciseau sur corner. Et du coup, cette occasion ratée, les Nîmois, ils ont sans doute pris un coup sur la tête, mais ils ont quand même un avantage, c'est d'affronter Reims maintenant. Reims qui, comme Angers, n'a plus grand-chose à jouer. Mis à part bien finir la saison, les deux équipes sont dans le même cas, puisque Guillon et Moulin vont quitter leur poste en fin de saison. Donc il n'y a vraiment plus grand-chose à faire. Il n'y a même pas l'envie de se montrer pour le coach, puisque ça ne sera pas le même. Donc voilà, donc une équipe en roue libre en face. Et donc Nîmes, c'est sans doute leur dernière chance, parce qu'après, ça va jouer... ça peut prendre des points face à Metz, mais ça finit face à Lyon et face à Rennes. Donc ça risque d'être quand même assez compliqué pour eux. Donc voilà, match vraiment de la dernière chance pour les Nîmois, je pense. Et donc victoire obligatoire. Et donc on joue la victoire de Nîmes, qui est cotée, je crois, à 2,15. On salue également Pascal Planck, au premier degré, qui est une personne sympathique, et dont la conférence de presse après le match de dimanche a consisté à dire texto nous sommes des ânes. Mes joueurs sont des ânes, et à faire toute une galerie de synonymes et de choses comme ça, pour dire que ces joueurs n'avaient aucun mental et étaient un petit peu bêtes, parce qu'ils auraient dû gagner ce match. Et c'est vrai qu'ils dominaient largement Lens. Ils ont un coup franc sur le poteau, etc. Lens était totalement à la rue, avec en plus les cas de Covid, les blessés, machin. C'était très compliqué, et puis ils n'ont pas mis ce deuxième but, ils se sont exposés, ils en ont pris un. À noter une excellente entrée de Kalimundo, qui change quasiment le rapport de force à lui tout seul, en permettant à Lens d'être bien meilleur. Et c'est dommage parce qu'ils terminent depuis leur victoire à Lille, où ils étaient allés s'imposer, où ils avaient fait la grosse surprise. Enfin, ça venait concrétiser une bonne période pour eux. Depuis, ils n'ont pris que 2 points. Ils perdent contre Saint-Etienne, ils font match nul à Brest, ils font match nul contre Strasbourg et ils perdent à Lens dans ce match qu'ils auraient dû gagner. Donc un vrai contre-coup là pour eux. Ça va être compliqué de se relever, mais bon voilà. Dernière chance peut-être face à Reims dimanche. Absolument. Après 2 matchs non gagnés sur des supériorités numériques, ça serait bien pour les Nîmois de se relancer. L'épisode touche à sa fin. Florent, quelle est ta visibilité sur le calendrier et les prochains épisodes ? Très simple, la semaine prochaine, il y a à nouveau 2 matchs de Ligue des Champions, enfin les 2 demi-finales, donc on reviendra mardi soir et mercredi soir pour enregistrer, et vous nous retrouverez donc mercredi matin et jeudi matin. Et ensuite, on verra sur le reste du mois de mai comment on s'organise, sachant que évidemment, on se retrouvera aussi pendant tout le mois de juin pour l'Euro, on le rappelle, tous les soirs de match. Mais ça, c'est encore un petit peu loin, donc il y aura 2 vues du banc la semaine prochaine, et après, on verra. On est désolé pour les gens qui suivent l'Europa League, on le mentionnera peut-être après l'épisode de mardi ou de mercredi, en fonction de ce qui se passe sur ces matchs. Et puis aussi, je pense que comme des gens voulaient nous parler, voulaient qu'on parle du Lyon-Lille, je pense que des gens attendront un retour sur le Monaco-Lyon. Mais là, a priori, ce ne sera pas en audio, parce qu'on ne va pas en plus enregistrer tous les jours. Mais il y a aussi un Manchester-Liverpool, etc. Mais ça sera a priori par écrit, Florent, sur Coparena. Absolument. Je pense que ça fait partie des choses, le Monaco-Lyon, que tu as analysé, que tu as ciblé pour une éventuelle analyse. Donc voilà, les abonnés de Coparena auront encore plein de contenu. Merci messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette heure et demie. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour les demi-finales retour. Salut. Ciao. Ciao. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.